recul démocratique, alors que certains y voient justement quelque chose qui pourrait faire bouger les lignes, d'autres voient une confiscation et un passage en force vers une pérennisation du pouvoir en place. Ce soir, sur le plateau du Grand Soir, esquisses d'analyse et autres avis d'experts vont se croiser. Mesdames, Messieurs, lorsque je vous ai décliné le menu qui nous interpelle pour cette dernière production de la semaine, je prends rapidement le break et je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner durant ces presque 1h52 de direct sur Info TV. Terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez le minéral Bonis, buvez la vie. Pour nous accompagner, je l'ai dit, durant ces 1h52 de direct et sur Info TV, ils sont déjà pour la plupart en plateau avec nous, hommes politiques, analystes et autres experts. Et le premier que je porte avec beaucoup de plaisir à votre connaissance est un homme politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Il est conseiller municipal à la commune de Mengang. Je prends beaucoup de plaisir à dire bonsoir et bienvenue à Monsieur Patrick Ngoulou. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir à mes co-discutants, à vos millions de téléspectateurs. Si vous permettez Stéphane, que je dise un bonsoir particulier à mon maire et un bravo, parce que Mengang a connu, le maire de Mengang, Gabriel Bienvenu Aya, Mengang a connu une cérémonie très faste mardi passé, parce que le programme des logements sociaux lancé par le Crédit Foncier et le FECOM a connu son apothéose à Mengang par l'inauguration officielle par le ministre, le Minderel, Georges Elangobam, et le directeur général du Crédit Foncier. C'était des moments historiques, parce que vous savez, dans un petit arrondissement comme le nôtre, quand vous rassemblez autant d'autorités autour d'une table, c'est toujours un exploit. Et je lui tire mon chapeau. Merci, Monsieur Ngoulou, pour la présence en ces lieux. Autre acteur politique, peut-être de la jeune garde, puisqu'il est quasiment un des Benjamins sur le plateau. Maître Jean Guizogo, c'est le président général de l'Union des populations africaines. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Stéphane Barga. Bonsoir à mes aînés qui sont sur le plateau. Vous acceptez la qualification de Benjamin? Non, ce n'est pas une qualification, c'est un statut, puisque vous savez pertinemment que si nous étions à l'Assemblée nationale aujourd'hui, je ferais partie du bureau d'âge. Je suis le plus jeune sur le plateau. Je voudrais également saluer les techniciens qui travaillent à nous permettre de diffuser le panafricanisme authentique à travers le monde. Toute ma déférence aux populations camerounaises et africaines, pour et au nom desquels nous nous sacrifions ainsi. Je voudrais profiter de votre plateau pour lancer un appel à l'ambassade de France. J'ai été interpellé par une famille dont l'enfant est atteinte une petite fille atteinte de leucémie. Actuellement, la vidéo est même virale sur les réseaux sociaux. Je connais cette petite fille, je connais son père, je connais son défunt père, je connais sa mère. Il y a une organisation internationale, une organisation non gouvernementale occidentale qui a pris sur elle de prendre en charge l'ensemble des dépenses liées à son évacuation sanitaire. Toute la procédure a été menée, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que nous ne comprenons pas l'attitude de l'ambassade de France, puisque la seule pièce qui manque à cet enfant, c'est le visa. Et l'ambassade traîne des pieds à lui octroyer un visa, pourtant les médecins sont formels, plus elle passe du temps ici, plus son pronostic vital est engagé. Donc, moi, je voudrais interpeller l'ambassadeur de France au Cameroun. C'est vrai, pour un panafricaniste authentique comme moi, ça me fait mal de savoir que le plateau technique de notre pays ne permet pas de sauver la vie à cette petite fille et que nous soyons obligés de l'envoyer ailleurs, notamment en France. Mais c'est la réalité. Et cette réalité fait que nous sommes obligés aujourd'hui d'interpeller l'ambassadeur de France au Cameroun
pour que l'octroi du visa à cette petite fille soit fait avec un peu plus de diligence, parce que désormais c'est sa vie qui est en jeu. Merci maître pour ces cris de cœur. On va donc espérer, et nous savons que nous sommes évidemment suivis du côté du plateau à Temengel, pour que justement on puisse, avec un peu plus de célérité, observer ou alors étudier le dossier pour cette sollicitation de visa pour cause sanitaire. Une fois que je l'ai dit, j'ai dit bonsoir et bienvenue à notre stratège en communication politique, Dr Jean-Moïse Mbok, à qui, en fait, que vous connaissez aussi comme ancien porte-parole du candidat Issa Chiroma Bakari. Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane, je veux simplement rappeler, selon la revendication de Maître Guizogo, qu'il faudrait que la demande soit plutôt adressée au MINREX. C'est le MINREX qui devrait porter le dossier de cet enfant, parce que forcément l'ambassade a une raison. Oui. Il faudrait donc un garant, il faudrait une garantie certaine. Oui. Et je crois que c'est le MINREX qui devrait se porter garant pour la vie de cet enfant. Je voudrais saluer le PDG d'Info TV et rappeler ici que la plage de visibilité d'Info TV a augmenté. Oui. Je crois qu'on en a parlé abondamment. Nous en parlons tous les jours. Voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez suivre Info TV dans le monde entier, sur tous les continents, parce que justement les applications sont disponibles et vous allez naturellement prendre connaissance de ces applications-là. C'est une évolution qu'il faut saluer et elle est majeure. Elle est majeure. Il faudrait saluer ce type d'innovation pour une chaîne de télévision privée. Nous souhaitons simplement qu'il y ait davantage d'appui, davantage d'accompagnement et davantage de présence de l'action, l'activité des pouvoirs publics. Une fois donc que je l'ai dit, permettez-moi de saluer tous les acteurs politiques qui ont fait la campagne électorale de 2025. Ils étaient 12. Oui. Tous les 12 qui ont fait cette campagne, permettez-moi de les saluer et naturellement saluer ceux qui se sont levés pour aller voter. Parce que quand on parle d'une élection, il n'y a pas que les candidats, il y a les équipes de campagne, il y a tout ce qui tourne autour de chaque candidat, mais il y a aussi les électeurs. Donc s'il y a des gens qu'on n'a pas suffisamment salués, c'est eux. Et je voudrais les saluer aujourd'hui parce qu'on a passé le temps à décrier ceux qui n'ont pas voté. Oui. Mais on n'a pas félicité ceux qui ont voté. Donc je voudrais aujourd'hui saluer et féliciter ceux qui ont participé à l'histoire du Cameroun. Et un des sujets que nous allons aborder aujourd'hui, ils font partie des acteurs de cette histoire-là. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Jean-Moïse Mbok, pour justement ces félicitations adressées à l'endroit du peuple électoral ou électif camerounais qui justement a fait l'effort de se déplacer pour aller exprimer son devoir citoyen. Ça n'a pas été le cas pour beaucoup, on ne sait pas pourquoi. C'est là où il faut aller, c'est là où il faut aller choisir. Il ne faut pas se plaindre après voilà. Que justement il y ait des décisions qui soient en défaveur des uns ou des autres. Merci encore pour ce mot qui justement rappelle la portée internationale désormais affichée de Info TV. Nous sommes disponibles sur tous les canaux, tous les satellites, de façon à ce que vos émissions préférées vous soient relayées sur YouTube, sur Facebook, sur Canal Sat, que sais-je, nous sommes disponibles et accessibles sur tous les canaux. Une fois que je l'ai dit, je m'en vais aussi dire bonsoir et bienvenue à un autre expert dans les domaines de la communication. La sécurité aussi n'a pas de secret pour lui. Dr Badjek, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir encore invité aujourd'hui pour participer à ce débat de gens moyennement intelligents. Je voulais dire que si aussi l'intelligence était une chose partagée par les entreprises de travaux publics, elles verraient un peu dans quel sens elles peuvent faciliter la circulation des usagers, surtout à des heures de pointe. Alors je dois vous dire que j'ai pris 1 heure de délai préventif pour arriver chez vous et je suis quand même arrivé en retard. C'est un peu fort de piment. Je voulais dire quand même qu'il y a une intelligence qui se fait et avec les forces de maintien de l'ordre de manière à ce que lorsque la route est barrée, puisque c'est une nécessité d'engager des travaux, mais quand même, si elle est barrée définitivement, qu'on prenne les dispositions pour transférer les usagers ailleurs. C'est très désagréable de rester dans une voiture en ce moment-ci où les prix du barreau, le proto sont en train de monter, peuvent avoir des conséquences pour notre pays. Donc, quand je dis ceci, je suis aussi surpris que
la ligne éditoriale tourne toujours autour de la vice-présidence. Vous nous avez déjà essoré pendant 3 semaines. J'espère que votre intelligence aussi remarquable fera que on puisse desserter des nouveaux sentiers aujourd'hui. Tout à fait. Parce que je trouve que c'est quand même une ligne qui devient non seulement résiliente, mais récidiviste. Vous n'êtes pas inquiet lorsque le débat s'amplifie avec des prises de parole fortes, où certains, soi-disant de la famille, estiment que leur tour est arrivé. Ce n'est pas le même débat aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on voit dans notre marigot, dans notre société. Toutes ces inquiétudes-là, est-ce que Info TV, média majeur au Cameroun, peut être hors de ce débat alors qu'il y a autant d'enjeux, autant d'intérêts qui se confrontent et qui s'entrechoquent? C'est pour ça que je dis que votre profondeur stratégique peut trouver de nouveaux prismes sur lesquels on peut s'étaler. Mais que pour moi, ce qui se passe dans les marigots aujourd'hui, je pense ne plus avoir l'altitude d'en discuter. Qu'on laisse le marigot à ceux qui s'y lavent, non se lavent sur les douches propres. Qu'on laisse mon Dieu, en fait, je crois que l'idée maîtresse, c'est que ces gens nous distraient aujourd'hui alors que nous sommes en train... c'est ici qu'on avait déjà conclu que c'est fait, c'est fait. Ouais. On avance maintenant et on avait décidé, pas qu'on a décidé pas de façon... Mais quand la famille s'amène, qu'est-ce qu'on fait? La famille n'a rien à voir avec le président de la République. Le président de la République, la présidence, c'est une institution. Ouais. Il faudrait que les gens fassent très attention de nous mêler dans des histoires qui nous rabaissent. Nous ne sommes pas dans un état bananier au Cameroun. Vous avez compris? Oui. Donc ceux qui n'ont pas... Moi, je ne sais même pas pourquoi ils sont encore invités sur les plateaux, parce que nous avons une responsabilité, c'est celle d'éduquer les Camerounais aujourd'hui. Ouais. Donc quand on dit n'importe quoi, on arrive comme ça, mais ça c'est pour provoquer des guerres même. Hein? Alors que initialement le projet n'est pas fait pour ça, c'est pour améliorer la gouvernance du Cameroun. Tout ça, vous comprenez. Alors moi je suis aujourd'hui sidéré qu'en plein 2026, qu'on puisse entendre encore écouter ce genre d'ineptie. Merci Dr Badjek, c'est une entrée très puissante. L'ex-militaire est réveillé. Bon, on ne sait pas. On espère qu'on a droit au docteur, parce que sinon ça devient très compliqué à gérer. Et je rappelle que c'est un grand sportif et que joue au tennis. Donc il s'est fait des matchs. D'accord, on aura compris qu'il ne faut surtout pas le hérisser, mais on va, pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, aller justement vers un acteur qui lui aussi, à sa manière, aura défrayé la chronique. Un acteur qui, justement, monsieur le maire Ngoulou, aura eu les faveurs des Camerounais puisqu'il est arrivé deuxième. On parle là de l'exil en Gambie de Issa Chiroma Bakary. S'agit-il avec cet exil-là qui commence à durer d'une fin de carrière politique ou tout simplement d'un repli stratégique? Bon, ben écoutez Stéphane, moi je ne suis pas le communicant de M. Issa, de l'ancien ministre Issa Chiroma. Il en a tellement eu depuis la campagne jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il en change régulièrement. Ils peuvent bien nous dire de quoi il est question, mais ce que nous observons quand même, c'est que ça a été un acteur majeur à un moment donné. Vous voyez, de sa démission, je crois qu'il ne s'est pas écoulé 3 mois. Il s'est retrouvé candidat à la présidence pour sortir deuxième, devant quand même des gens qui ont tourné des années, fait le tour du Cameroun. On se pose des questions au Cameroun. La politique, c'est finalement un jeu ou c'est quelque chose de sérieux? Parce que ça ne s'est jamais vu dans le monde qu'en moins de 6 mois, quelqu'un se constitue candidat à une élection aussi sérieuse et il est deuxième devant des partis qui sont là depuis des années et tout. Je pense que il a eu un bon score et il aurait pu profiter de cette position de deuxième pour améliorer la politique au Cameroun, pour être utile à ceux qui, à ses soutiens. Malheureusement, vous connaissez la suite. On s'est retrouvé avec un pays en lambeaux, on brûlait partout, on cassait partout. La faute à Chiroma? Mais ce sont ses soutiens. Et on avait des appels express à la casse à défendre une victoire parce que c'est nous qui disons qu'il était deuxième. Lui dit qu'il est président élu. Jusqu'aujourd'hui, je crois que le 16 avril,
Le 16 avril, pas plus tard que le 16 avril, Oui. il a nommé des gens Des dans la communicateurs, dans la diaspora diaspora, et oui. tout et tout, en qualité de président élu. Donc, vous comprenez que, ayant vu les dégâts que ces appels et autres ont entraînés, lui-même a pris la poudre d'escampette et maintenant il est là en Gambie. On nous a dit que c'était un exil temporaire et pour des questions humanitaires. Ouais. Et ce qui est quand même un peu embêtant, c'est que sur le plan diplomatique, on permet quand même à un opposant de tenir des conférences. C'est vrai que l'État gambien s'est exprimé sur la question. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de présidence parallèle, que c'était justement des questions humanitaires qui avaient amené à ce que le deuxième à l'élection présidentielle du 12 octobre, Issa Chilombo Bakary puisse être accepté en ce territoire-là et que justement il n'y aurait pas d'interférence. Il n'y a pas de présidence camerounaise en Gambie. C'est un citoyen d'Afrique qui est tout simplement hébergé. Mais entre-temps, il pose des actes. Entre ce que l'État gambien dit et ce que lui fait au quotidien, il y a quand même un gap. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Parce qu'il faut quand même cette galanterie diplomatique. Il faut essayer de le mettre à carreau. S'il veut faire la politique, il revient au Cameroun. Le Cameroun, on est en pleine démocratie, qui viennent s'exprimer au Cameroun, qui viennent réorganiser son parti et tout. Mais aller le faire dans un pays, sur le sol d'un pays ami, et que cela, parce que ça porte quand même préjudice au Cameroun, quoi qu'on dise. Oui. Il a toujours des cellules dormantes ici, qui continue à s'agiter. Vous savez qu'il y a un terme assez fort, cellule dormante. Est-ce que le FSNC est interdit au Cameroun? C'est un parti politique qui n'a pas été interdit. Lorsqu'on dit cellule dormante, c'est comme si les acteurs, membres, sympathisants et responsables du FSNC devaient se cacher pour exister sur la place politique. Est-ce qu'ils sont interdits? Il y a le parti politique. Maintenant, il y a ceux qui se revendiquent, ils disent qu'ils sont des combattants. Voilà un militaire en face de nous. Quand je parlais de cellules dormantes, c'est parce qu'il y a le parti politique et il y a ceux qui se font appeler les combattants. Bon, si dans un parti on est déjà des combattants, moi je ne sais pas, voilà un président de parti politique qui nous dise s'il a des militants ou des combattants. C'est pour ça que je parle des cellules dormantes au Cameroun. Vous savez qu'il y a une dame qui continue à communiquer malgré le fait que le président ait déclaré qu'elle n'est plus communicatrice de son affaire, mais elle est toujours en train de communiquer. Donc ça gêne quand même, ça gêne énormément. Et puis ce n'est pas ça la politique. Quand on finit une élection, on passe, on continue, on se réorganise, on a eu un rang honorable. Ça permet même qu'on rembourse ta caution. C'est déjà un avantage. Beaucoup n'ont pas eu cet avantage. Lui peut donc... Vous parlez avec beaucoup d'ironie, monsieur le maire. Ce n'est pas de l'ironie, mais c'est la loi. Hein, maître? C'est vrai. Son rang permet qu'on rembourse sa caution. Qui vienne prendre sa caution, il réorganise son parti. Merci, merci, monsieur le maire Ngoulou. Maître Jean-Guy Zogo. Alors, Issa Chiroma, deuxième à l'élection présidentielle, se retrouve en Gambie. Là, sur le plan juridique, les Camerounais s'interrogent. Est-ce qu'il y a des accusations qui pèsent sur sa personne? Qu'est-ce qui peut justifier que le deuxième se retrouve hors de nos frontières à se comporter comme un fugitif, alors que, de mémoire de journaliste, est-ce qu'il y a des accusations qui ont été engagés contre la personne d'Issa Chilombo Bakary ou alors contre le FSNC, sa formation politique, et qui justifierait qu'il se retrouve en exil comme c'est le cas aujourd'hui? Je n'ai pas la présomption d'avoir l'exhaustivité de l'information sur sa personne, Oui. mais aux dernières nouvelles, il ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires. Je peux me tromper. Cependant, vous me permettrez déjà de poser les jalons de mon raisonnement à partir d'un fait simple. Le landerneau politique camerounais souffre des mêmes tares et des mêmes maux que notre société tout entière. Nous, les hommes politiques, on n'évolue pas en apesanteur, on n'évolue pas hors sol. Les flibustiers, vous en trouvez partout, même dans la politique. Voici les faits.
Le président national du FSNC est un ancien ministre du gouvernement de la République, Oui. gouvernement RDPC, gouvernement du président Biya. Il est devenu très populaire lorsqu'il était ministre de la Communication par ses sorties épistolaires contre les opposants et toutes celles et tous ceux qui considéraient que les élections étaient susceptibles d'être truquées au Cameroun. Et puis, il s'est découvert une virginité politique, sociopolitique, parce que à la faveur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, il a démissionné du gouvernement, il s'est porté candidat, et puisque à un moment donné, le régime nous avait conduit à une sorte de désespoir, les gens se sont comportés comme des noyés qui s'accrochent à un serpent. On a vu des sorties alambiquées, des hommes religieux qui sont allés jusqu'à dire qu'il vaudrait mieux un diable que le président Paul Biya. Fort heureusement, on n'a pas eu un diable. Si tant il est que le diable existe même. Alors maintenant, le président national du FSNC a réussi l'exploit. Contrairement à ce que monsieur le maire dit, ce n'est pas impossible parce qu'il y a les circonstances. En réalité, ce n'est pas un animal politique féroce. C'est simplement que les circonstances lui ont permis de surfer sur le désespoir des Camerounais. Maintenant, et de surfer également sur le fait que ceux qui étaient déjà sur la place politique depuis un certain temps avaient déjà déçu les gens. Et il y avait un excellent communicateur. Je pense que les gens ont tendance à l'oublier. Le candidat Issa Chiroma Bakari doit quasiment tout au docteur Jean-Moïse Mbok. Parce que Jean-Moïse Mbok était sur tous les plateaux. Jean-Moïse Mbok a réussi l'exploit de vendre le projet d'un candidat sans pour autant le braquer contre l'ensemble de la classe politique. On a eu le résultat qu'on a eu. Il est sorti deuxième. Mais là où il a démontré qu'il n'est pas un homme d'État, c'est que ce qu'il fustigeait hier, il est le premier à le faire lorsque les élections sont échues et que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. Paul Biya, candidat du RDPC, est vainqueur de l'élection, d'accord. Issa Chiroma Bakari estime que ce n'est pas vrai, c'est lui le gagnant de l'élection. Sauf qu'un homme d'État, c'est un homme qui est davantage préoccupé par les prochaines générations plutôt que par les prochaines élections. Admettons un temps soit peu qu'il ait effectivement remporté cette élection et qu'elle ait été truquée. Est-ce qu'on doit sacrifier les vies des Camerounais sur l'autel de la réalisation de ses ambitions personnelles? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît le système. Il est un acteur du système, un vieil acteur du système, et il ne devait pas forcément être surpris par ce qui allait se passer. Par contre, je trouve malsain qu'à un moment donné, il y ait tellement cru qu'il en soit allé à encourager que des jeunes Camerounais risquent leur vie. Et certains l'ont perdu. Et lui-même avait dit à un moment donné que jamais il n'abandonnera les Camerounais, même s'il doit le payer de sa vie. À la première incartade, il a pris la poudre des campettes, le voilà qui squatte en Gambie. Et depuis la Gambie, il prétend être président élu du Cameroun. J'appelle ça de la schizophrénie politique. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné de prendre les Camerounais pour des dupes. Vous ne pouvez pas être un acteur d'un système pendant 40 ans. Et puis un matin, vous devenez celui qui va sortir le Cameroun de l'ornière. Peut-être la pensée que la révolution, c'est de l'intérieur. On peut être acteur d'un système pendant 40 ans et ne pas forcément partager certaines orientations de ce système. Loin de moi l'idée de disconvenir de ce que, si vous voulez changer le monde, vous devez déjà commencer par vous y faire une place. Oui. On est d'accord. Sauf qu'il s'y est fait une place depuis très longtemps. Il n'a rien changé du tout. Maintenant, quand il veut subitement se faire une nouvelle virginité politique, il oublie que les Camerounais, même s'ils vous donnent l'impression qu'ils sont toujours en train de patauger dans le divertissement, n'ont pas forcément la mémoire courte, puisque les vidéos de Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication, sont sorties. Moi, mon problème, c'est que, normalement, si vous connaissez bien le système et que vous arrivez deuxième à l'élection, vous capitalisez ça. Il avait une telle dynamique qu'il aurait forcément modifié la coloration de l'Assemblée nationale et des conseils municipaux. Mais il a fait comme quelqu'un avant lui, qui a également passé son temps à nous dire qu'il est président élu, qui a commencé à surfer ensuite sur le mandat impératif, qui est aujourd'hui dans un imbroglio avec un jeune frère qui est président de parti, on ne sait pas trop, une histoire de Nyango de 100 millions. Voilà un homme qui est supposé être d'envergure sur le plan intellectuel et qui se rapetisse sur le plan politique. Parce que Issa Chiroma Bakari, deuxième à l'élection présidentielle, avait la capacité
d'aller à l'élection, aux élections législatives et municipales et de modifier la coloration politique de l'Assemblée et des conseils municipaux. Et il aurait dû tirer les leçons justement de notre compatriote qui est également un aîné en politique. Donc moi, ce qui me gêne, c'est que parfois les carrières politiques comme la sienne prennent fin. Non pas parce que les gens ne sont pas brillants, mais simplement parce qu'à un moment donné, ils ont fait passer leurs intérêts personnels devant les intérêts supérieurs de leur pays. Vous pouvez être gagnant d'une élection, celle-ci est même truquée, mais vous vous asseyez et vous vous dites, qu'est-ce que le Cameroun gagne à ce que du sang soit versé au fait que moi je devienne président? Est-ce que ce que j'ai obtenu ne peut pas être une opportunité à saisir pour rebondir et aller maintenant plutôt m'imposer dans un autre pouvoir, en l'espèce le pouvoir législatif, et de peser sur la décentralisation à travers les conseils municipaux? Mais quelqu'un s'est dit, bon voilà, mon marabout m'a dit que c'est moi le président, et puis bon, il s'arc-boute. Et les gens sont prêts à mourir pour ça. Merci, Maître Zogo. On prend l'avis de Jean-Moïse Mbok sur le plateau. Plus besoin de préciser la posture qui a été la vôtre pendant cette présidentielle-là, en tant que porte-parole du candidat Issa Chiroma Bakary. Si, justement, on refaisait un feedback, ou alors on retourne en arrière, Jean-Moïse Mbok, est-ce que vous pensez que c'est un rendez-vous manqué avec l'histoire? On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire différemment, on aurait pu, avec d'autres acteurs, espérer beaucoup plus que ce qui n'a été obtenu. Qu'est-ce qui a manqué à Issa Chiroma dans ce moment important de son histoire politique et que, justement, il pourrait payer avec cet exil en Gambie? Ok, c'est vrai que l'exercice est compliqué, mais bon, très compliqué. Je vais y aller. Il faut simplement prendre 2 temps. Le premier temps, c'est la démission, justement, comme le maire disait, la déclaration de candidature, la validation de la candidature, la campagne électorale en elle-même jusqu'au jour du vote. Parce que j'ai été porte-parole pendant justement cette période et je ne peux parler que de cette période-là. Parce que après, on n'aurait pas pu, on aurait dû ne pas faire ce qui s'est passé après. Après, la communication vous a échappé? Ou alors le candidat a été happé par d'autres forces? Ma communication, initialement, s'arrêtait d'abord à la fin de la campagne, au jour du vote, ce qui a été fait. Après, il fallait donc se redéployer parce que c'est une nouvelle dynamique. C'est-à-dire qu'après l'élection, on n'est plus en campagne. Donc, il y a un narratif nouveau qu'il faut adopter. Donc, le but était encadré clairement, c'était jusqu'à la fin de l'élection. Après l'élection, donc, autre chose devait arriver. Alors, moi, ce que je veux premièrement dire ici, c'est qu'il faut déjà reconnaître qu'on a eu une très belle dynamique, on a eu une très belle équipe, des gens qui se sont associés à nous, certains qui le faisaient officieusement, certains qui le faisaient officiellement, mais qui ne donnaient que des idées constructives pour la nation. J'ai pu me rendre compte que beaucoup de Camerounais, justement dans le fait qu'on voulait autre chose, n'étaient pas ennemis de la nation Cameroun. C'est-à-dire que tous les gens qui nous apportaient des propositions, des suggestions, des idées, des avis, c'était vraiment dans une dynamique d'aller faire la différence par la voie légale qui est la voie des urnes. Et le travail qui a été fait justement dans cette dynamique. Le narratif qu'on a tenu était écouté, il a servi de l'intérieur, il a la capacité intellectuelle et technique et même matérielle pour accompagner le Cameroun nouveau. Et nous pensons donc que dans le Cameroun nouveau, il faut mettre les choses à plat, il faut faire des réformes et repartir. Donc le langage était celui de la rupture et de la reconstruction. Ce que naturellement tous les Camerounais attendent, même ceux du RDPC. Quand je dis RDPC sur ce plateau, je ne sais pas si c'est ce qui passe. Laissez-moi finir. Restons sur... Même ceux du RDPC, parce que le discours du chef de l'État le dit. Il a parlé des réformes. Je suis pas en train de... Écoutez, nous sommes dans un rendu sain. Il ne faudrait pas qu'on amène des piques ou de mauvaises intentions. Je souhaite que ce soit vraiment sain, que ce soit propre. Parce que jusqu'au jour du vote, tout était propre. Je vous dis que c'est le sale qui arrivait après là, ça ne nous concerne pas. Je dis le propre était propre parce qu'il y avait une belle dynamique. Il y a des jeunes qui sont associés à ce qui était fait. Et le ministre Issa Chiroma Bakary n'avait jamais montré, je dis bien jamais montré la moindre intention de se retourner ou de ce qu'on a vu après.
Ça n'avait Il n'a jamais été... traduit un caractère subversif. Jamais. Encore que c'était la République d'abord, le pays d'abord, la nation d'abord. C'est pour ça que nous autres, nous sommes sonnés. Moi, j'ai été KO pendant pratiquement une semaine parce que je ne comprenais rien à ce qui se passait à la suite par rapport aux décisions, aux choix, aux positions. Mais je veux rappeler, parce qu'il faut le rappeler, c'est un homme qui aime le Cameroun. C'est un homme qui a servi le Cameroun et qui veut continuer de servir le Cameroun. C'est un homme comme les autres qui peut commettre des erreurs, qui peut commettre des impairs. Jean-Maurice, bon, là, vous en parlez avec beaucoup de sympathie, c'est votre droit. Beaucoup de peine. Beaucoup d'empathie. Beaucoup de peine. C'est votre droit. Mais Maître Zogo sur le plateau rappelle quand même le narratif qui a été celui de l'après-promulgation des résultats, où il y a eu des morts à ce niveau. Qui va les assumer? Allez-y. J'en viens. Vous savez, quand nous sommes dans une république, il faudrait qu'on apprenne à écouter toutes les voix de manière humaine. Sinon, après, on va taxer certains de terroristes, de machin. Pourtant, parfois, les gens s'expriment mal dans une cause qui semble juste. Pourtant, s'ils avaient adopté une autre posture, l'issue ne serait pas aussi difficile que celle qui a été et que nous déplorons tous. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Stéphane, c'est simplement pour ma part la gestion non achevée d'une crise post-électorale. Parce que l'attitude du ministre Issa Tiroma Bakari, après que tous les Camerounais aient convenu, ça a été clair, que celui qui est élu chef de l'État, c'est M. Paul Biya, il n'y avait plus de discussion à ce niveau. Parce que les deux derniers, deuxièmes, à l'élection présidentielle, un a dit que les rendus du CC, c'est des dogmes, oui. Et l'autre a dit que quand une loi est annoncée, une décision est prise, il n'y a pas de discussion. D'où ma question, vous avez parlé d'un homme qui aime le Cameroun, d'un homme qui aime les Camerounais, mais aussi, et justement, vous-même, vous le connaissez, ne pas comprendre ce qui s'est passé. À quel moment il y a eu ce changement? À quel moment est-ce que vous quittez le navire, quand vous démissionnez Jean-Maurice Mbok, est-ce que le candidat Issa Tiroma il est dans cette posture jusqu'au boutiste, où il se reconnaît comme président, où il a gagné? À quel moment est-ce qu'il bascule vers tout ce qui est arrivé après? Au moment où il se met à écouter plusieurs sons de cloche qui n'étaient pas toujours des sons de cloche formels. Parce que je vous rappelle simplement que, et c'est là qu'il faut qu'on rende la justice aux Camerounais. L'être humain est essentiellement influençable, surtout quand il croit à son projet, surtout quand il croit à sa dynamique. Et je crois que l'influence qu'il a eue, et c'est pour ça qu'il faut expliquer les arrestations qu'il y a eu. Parce que l'absence de communication crée le flou. On a l'impression qu'il y a des gens qui ont été arrêtés pour rien. Pourtant, ils ont été arrêtés parce qu'ils ont participé à la mauvaise communication qui consistait à dire que tu as gagné et on a des preuves. Ça, c'est la mauvaise communication parce que personne n'a le pouvoir, de par la loi en tout cas, de proclamer les résultats et de dire qu'il a gagné une élection présidentielle. Personne n'a ce droit. Donc, ces gens qui ont été arrêtés parce qu'ils ont, pour certains brandis des PV, certains a été très péremptoire que tu as gagné. Il y a une mauvaise influence qui accompagne du narratif de la tricherie, d'une envie de l'entourloupe et tout ce que vous pouvez imaginer. Le cadre, le contexte était difficile et il fallait gérer la situation autrement. Mal lui a pris parce que non seulement il a choisi d'écouter ce camp-là, nous, de cet autre camp, et je n'étais pas seul dans le FSNC, nous lui disions, c'est pas à toi de faire ça. Tu ne peux pas entrer dans cette dynamique et nous pensons qu'il y a mieux à faire. Et si on a la majorité à l'Assemblée nationale, là, on pourra implémenter... Pourquoi ne vous avez pas écouté Jean-Maurice Mbok, puisque votre posture semblait tout au moins rassurante, ne serait-ce que pour un positionnement à venir, votre posture semblait républicaine, c'est-à-dire on pouvait construire à partir même d'autres éléments du pouvoir. On parle de l'Assemblée, on parle des communes, on parle des autres institutions. Est-ce que le candidat Issa Tiroma, le ministre Tiroma, ne se voyait que président? Non, ce n'est pas qu'il ne se voyait que président. Je dis qu'il y a eu une influence négative, malheureusement à laquelle il a cru, qui finalement l'a amené, on va parler comme au quartier, l'a amené en brousse, ou dans le marigot, comme on disait qu'il ne veut pas se retrouver, avec les crocodiles dans le marigot. Il est rentré dans le marigot justement, parce que les gens ont oublié que la colère, la tension, le ressentiment ne fait pas la loi. Le désaveu, ça ne fait pas la loi. Une élection présidentielle est encadrée.
elle est encadrée du début à la fin. Ouais. Et parce qu'elle est encadrée du début à la fin, et je suis bien d'accord avec M. Guizogo, quand vous êtes un homme d'État, vous ne pensez pas qu'à la fonction. Bien Vous sûr. ne pensez pas qu'au poste. Vous pensez aux générations futures. Et là, il y a eu une tournure bizarre et compliquée. Donc aujourd'hui, le premier pan qui est jusqu'à l'élection, on a eu un leader qui nous a montré son amour pour le pays, qui nous a montré sa ferme détermination de servir la nation, d'apporter un plus. Et nous qui étions dans le biotope de la communication, nous rappelions quand même que nous sommes dans un cadre où on peut être deuxième. Bien On sûr. peut même être troisième. Parce que dans une élection, il ne faut pas être péremptoire. Bien On sûr. avait quand même des gens qui étaient là avant nous. Bien sûr. Et qu'on estimait que s'ils avaient bien manœuvré, ou s'ils avaient créé des associations utiles, ils pouvaient être au devant de nous. Et ça, c'était des choses qui étaient entendues parce qu'on se le disait. Nous n'avons pas, nous, de ce côté, bercé le ministre Siroma d'illusions ou de rêves. On lui a dit, on est réaliste, on est concret. Et ça, c'est un discours qu'il a écouté, qu'il a entendu pendant longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je refuse de rentrer dans le détail de ce qui s'est passé après. Je dis simplement qu'il y a eu un marigot, il a cru à ce marigot, il est tombé dans le marigot et les crocodiles sont en train de faire la fête. Aujourd'hui, Merci. Aujourd'hui. Merci. donc permettez-moi de chuter s'il vous plaît. Oui, voilà votre propos. Oui, Jean aujourd'hui, il faut rappeler que, et j'insiste là-dessus, la résolution totale de la crise post-électorale va passer par non seulement la libération de ceux qui peuvent être libérés, mais aussi une ouverture et un dialogue qui permettra que non seulement on soit clair sur sa situation. Est-ce qu'il y a des choses qu'on nous reproche qu'on le dise clairement? Est-ce qu'il ne craint rien à revenir au pays? S'il ne craint rien, qu'il revienne, et puis que la vie continue. Et je crois que c'est là que la société civile, les médias, les hommes politiques et même nos gouvernants peuvent, cette main tendue, peuvent utiliser la main tendue du chef de l'État pour que finalement on montre la hauteur et la grandeur de la démocratie camerounaise. Parce que le chef de l'État l'a dit, il souhaite que son histoire soit retenue dans la dynamique de la démocratie et le progrès. C'est donc une occasion de rappeler que nous sommes un peuple de démocrates, nous sommes un gouvernement de démocrates, nous sommes une nation de démocrates où nous pensons que le dialogue prime sur la sanction ou sur la coercition. Merci Jean-Moïse Mbok. Dr Badjek, là il est abondamment à suivre le narratif du Dr Mbok des stratégies. On a peut-être dans la communication, dans l'entourage, dans l'équipe du candidat Chiroma, on a manqué de hauteur peut-être, de stratégie certainement, puisqu'on se rend compte quand même qu'il y a un changement du positionnement du candidat. Il y a un républicain qui s'en va, qui recueille l'adhésion des Camerounais, mais le résultat rendu, on a un jusqu'au boutiste qui apparaît, qui est en capacité d'influencer et d'envoyer les Camerounais dans la rue, et malheureusement, il y a des morts. Est-ce qu'à ce niveau, on ne va pas se dire qu'on aurait pu faire mieux et que le candidat Chiroma a plus ou moins manqué son rendez-vous avec la grande histoire du Cameroun? Mais vous avez commencé par la réponse. Vous avez parlé de stratégie. Il y a eu un hiatus stratégique fondamental. Il n'y a jamais eu de stratégie parce que lorsqu'il y a une stratégie qui est montée, on a une vision, comme je le répète, il y a une axiologie stratégique, il y a une idée maîtresse, il y a un effet final recherché, il y a des facteurs de succès, il y a des facteurs d'échec. Dans les facteurs de succès, on sait qu'on peut gagner, et dans des facteurs d'échec, on sait que, n'est-ce pas, ceux qui compétissent contre nous peuvent également gagner. Maintenant, il y a l'autre attitude qui arrive juste après, l'attitude républicaine, Oui. qui consiste à reconnaître, mais vous savez, c'est une passion dans nos démocraties tropicales qui passe facilement de l'effervescence à l'évanescence. C'est pas l'ouragan Chiroma qui a permis à peut-être l'entourage de croire que justement il y avait des choses à faire? Non, Est-ce que c'est pas justement la dynamique Chiroma avec ces discours, avec ces meetings plein de monde, plein d'effervescence qui ont amené le candidat à penser que son heure était arrivée? Attendez, il faut faire attention aux effets de la télévision, n'est-ce pas? Combien avait des cartes d'électeurs parmi tous ceux qui gesticulaient tout autour? Il faut faire très attention de juger les marqueurs là où ils sont. Quand moi je vous ai parlé, n'est-ce pas, de la démocratie tropicale qui passe de l'effervescence à l'évanescence, c'est bien de cela que je parle. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour notre pays, c'est la responsabilité du politique, qui peut avoir une ligne de conduite et aller.
Mais si jamais ce politique est égocentrique et pense qu'il n'y a que lui, il ne peut rien construire pour l'avenir. Quand je vous parle de prospective au niveau de la stratégie, vous avez vu des acteurs politiques qui ont duré dans les abysses et qui sont ressortis. François Mitterrand. Et qui ont gagné après. Mais si alors... Maître Wade. Alors, moi j'ai rarement vu en Afrique, noire en l'occurrence, que le candidat qui a perdu appelle celui qui a gagné pour lui dire qu'en fait, nous n'étions pas des ennemis, mais nous étions des adversaires. Et qu'à un moment donné, on doit construire le Cameroun. Voilà un peu quel est mon problème dans cette sorte d'immaturité politique que certains acteurs politiques, qui pourtant ont le passé qui leur parle. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait exactement la même bêtise, le même cirque il n'y a pas longtemps, et aujourd'hui reproche aux députés de l'Assemblée à laquelle il a refusé d'appartenir, reproche à ces députés d'avoir voté une loi, alors que cette Assemblée, enfin, est dans ses droits. Vous comprenez? C'est un peu ça, c'est pour ça que je regrette. Vous savez, ici sur le plateau, je vous ai souvent dit que je regrette que le Cameroun ait une opposition faible, une opposition famélique, une opposition transparente. Pour quelle raison? Je ne suis pas de l'opposition, et vous le savez. Pour la raison simple que lorsque un parti règne sans équilibre, sans opposition constructive, ce parti fait ce qu'il veut. À partir du moment où il est sûr de gagner, il tient les tenants et les aboutissants. Alors, avec un parti qui est conséquent, un parti d'opposition qui est conséquent, les gouvernants gagnent même à les rappeler souvent en consultation pour des affaires importantes, n'est-ce pas, qui concernent la gouvernance de l'État. Aujourd'hui, moi je peux vous dire, si je suis le tout-puissant dans ma maison et que je n'ai pas mon épouse qui de temps en temps me dit que tu es rentré tard, mais je vais passer 3 jours dehors. C'est ça. Vous comprenez? Mais le fait qu'elle soit là présente m'empêche de m'abandonner un soir dans à côté de Dr Mbok et Stéphane, et puis voilà, vous comprenez. Non, c'est pour dire qu'aujourd'hui le Cameroun, honnêtement, je vous dis, j'ai le cœur qui saigne. Le Cameroun a besoin d'autres personnes. Et il faudrait donc que cette clique de personnes qui nous ont retardés puisse prendre donc la porte de la sortie politique et laisse une nouvelle génération s'installer, plus conséquente, plus intelligente et plus stratégiste. Alors, vous évoquez une classe politique à refaire, mais le candidat ou alors le président du FSNC, je ne sais pas comment il faut appeler cette attitude. Lui se considère président. Il est en Gambie, il signe des décrets, il nomme des communicants, je ne sais pas, c'est de la gesticulation, c'est du fantasme. Comment est-ce qu'on appelle cette maladie où on a une assise qui dans la réalité ne l'est pas? Est-ce que, justement, aussi, Dr Badjek, lorsque l'on parle de construction, ou alors d'oublier le passé, de construire un Cameroun nouveau, il ne faudrait pas penser à justement ramener ces acteurs sur la table, essayer de penser les plaies et de voir si on peut s'asseoir et construire une classe politique avec des acteurs un peu plus cohérents et consistants? Moi, je pense que le climat a eu le temps de se desserrer et de s'apaiser depuis le temps. Il peut revenir au pays, ça, sûrement. Moi, je vous ai tous suivis aujourd'hui et je fais de vos impressions les miennes. C'est pour ça que je ne reviens pas dessus. Je ne sais pas s'il a une condamnation ou bien un soupçon qui pèse sur lui. Mais pourquoi il reste hors du pays? Non. Pourquoi il ne revient pas? Non, attendez. Vous savez, quand on a un candidat qui a eu plus de 30% aux élections, c'est-à-dire près du tiers, on représente quelque chose, on représente un poids politique. Et on ne reste pas dehors. Voilà. On ne reste pas dehors si les gens qui ont lutté pour votre cause sont enfermés. Ils doivent venir ici, appeler même l'attention de celui qui gouverne et dire que bon voilà, maintenant c'est fini, vous voulez qu'on dirige le Cameroun, je suis en train de plaider pour que cela sorte. Il devrait reconstituer sinon. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant de son parti? Il a bougé tout le monde, il a tout détruit et tout cela. Qu'est-ce que le MRC est aujourd'hui? Ce sont les conséquences qui sont triviales. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons une opposition qui est complètement transparente et qui ne fait pas l'objet, n'est-ce pas, des attentes du peuple camerounais. Pourquoi? Parce que ne vous attendez pas à ce qu'un membre du RDPC, un politique du RDPC aille à l'encontre des décisions de son président. Il y a une discipline de parti qui existe. Oui. Alors pour qu'on puisse au moins se contrer avec des idées nouvelles, toujours avec l'appropriation du fait que
Ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui dirigent. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent qu'ils peuvent diriger à partir de la C'est rue. très clair. Ouais, voilà. très important. Alors il faudrait que les gens comprennent ça. Mais je peux vous dire que si jamais des idées sont construites et exposées sagement, avec toute leur pertinence, elles peuvent être considérées par le pouvoir en place. C'est ça. Merci, docteur Badjek. Alors, monsieur le maire Ngoulou, je vous questionne sur des aspects purement liés à l'image même du Cameroun, de la démocratie au Cameroun. Est-ce qu'il fait bon, lorsqu'on s'appelle Cameroun, et lorsqu'on est en train de construire une démocratie, lorsqu'on est en train de construire une république des chances pour tous, une république d'égalité, que le deuxième à l'élection présidentielle soit hors de nos frontières? Est-ce qu'il fait bon? Est-ce que, si par hasard le président Tshivoma a décidé de rentrer au pays, est-ce qu'il y aurait péril sur sa sécurité, par exemple? Mais écoutez, Stéphane, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on vous dise. On vous a dit que jusqu'à preuve de contraire, Oui. il n'y a pas une plainte contre ce monsieur déposée quelque part. Il est sorti de lui-même, qu'il revienne et qu'on voie comment le pouvoir va se comporter. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas été d'accord avec Dr Mbok parlant de Issa Tshiroma comme un patriote qui aime le Cameroun. Je pense qu'il a oublié les derniers meetings Oui. où il disait clairement où il gagne ou alors c'est le chaos. C'est-à-dire que pour lui, en allant à cette élection, il n'y avait pas une Est-ce que ce n'était pas les paroles de circonstance face à une foule en transe? Peut-être il leur disait tout simplement, en bon communicant que le ministre Tshiroma est, il leur disait que ce qu'il voulait entendre. Sachant que lorsque la vérité va arriver, il pourrait changer de discours. Je ne sais pas ce que vous entendez par discours de circonstance. Un homme politique dit ce qu'il devra faire après avoir gagné ou perdu. Vous ne faites donc pas un discours de circonstance qui est un discours électoraliste et un autre pour dire ce que vous allez faire du pays si jamais les Camerounais vous font confiance. Je crois que les discours présageaient déjà de ce qui allait se passer. Parce que quand un candidat vous dit si je ne gagne pas, c'est le chaos. C'est-à-dire je ne suis que président. Il n'y a pas une autre possibilité. C'est pour ça que quand Dr Badjek parle de transparence, c'est-à-dire que le mot a tout son sens. Les hommes politiques que nous avons sont suffisamment égoïstes parce qu'ils viennent, c'est d'abord des messies. C'est-à-dire que... C'est votre président, je présume. Non, mais mon président, la preuve, le jour de l'élection, un journaliste s'est amusé à lui demander demain après l'élection quel sera le premier acte. Il a dit mais attends, je ne suis que candidat, je ne décide pas. Je n'ai pas de projet à faire tant que les résultats ne sont pas sortis. Oui. Alors, vous avez donc des gens qui sont des messies. C'est-à-dire que, et ça c'est, il y a un groupe d'individus au Cameroun, malheureusement, depuis un certain nombre d'années. Les gens sont tapis en Occident, ils téléguident les hommes politiques camerounais à leur guise. Ils vous vendent des choses qui ne peuvent même pas se réaliser. Et c'est ça qui a pris. Parce qu'à un moment donné, si vous regardez de manière chronologique le candidat Tshiroma, je ne parle pas du ministre, je parle du candidat. Oui. Les premiers meetings, il était hésitant, c'était quelqu'un, il était naturel, c'était un homme normal. Les derniers meetings, vraiment, il parlait déjà avec un ton présidentiel. C'était pas normal de parler avec un ton présidentiel? Non, on est d'abord candidat. Moi, je dis, au Cameroun, notre problème, c'est nous-mêmes aussi. Parce qu'il y a quand même des hommes politiques qui charbonnent au quotidien, qui sont sur les plateaux, qui essaient de dire des choses, et des choses cohérentes qui peuvent aider les Camerounais. Mais à la veille des élections présidentielles surtout, les messies naissent de partout. Vous avez des gens que pendant 7 ans, vous ne le voyez pas. 2 ans avant, ils commencent déjà les coalitions.
il est le président de telle coalition. On va chercher le candidat sur le numérique. C'est tout ça qui embrouille les Camerounais. Et vous savez, quand quelqu'un souffre, c'est pour ça que les gens adhèrent beaucoup aux églises de réveil. Donc vous reconnaissez quand même que les Camerounais souffrent? Non, mais le dire n'est pas mentir. Il y a quand même la souffrance que nous voyons sur les visages des Camerounais. Nous avons des familles. Vous qui êtes journaliste, je crois que chaque week-end, vous avez des appels, j'ai perdu, machin, fait quelque chose, ainsi de suite. Monsieur le maire. Donc, vous voyez donc que nos hommes politiques aujourd'hui, nous avons plus de messies que d'hommes politiques. Et c'est pour ça que dès qu'ils vous mettent sur un piédestal, ils vous vendent les rêves, ils vous disent qu'ils vont envoyer l'argent, ils vont aller vous installer et tout dit. Il y a même un courant que le chassement, on va chasser tel pour t'installer. Alors, les gens ne se prennent plus pour des candidats ou des Camerounais ordinaires qui proposent une autre manière de penser le Cameroun. Parce que Maître Guy Zoroké ici aujourd'hui, vous allez voir peut-être à la veille des législatives et municipales, on ne peut plus parler de lui. Il a beau dire que j'ai un parti, je voudrais si, on ne le suit pas. Ceux qui ont des connexions à l'extérieur vont donc commencer à vous dire comment ils vont penser le Cameroun autrement, comment c'est leurs messies là qui sont la solution. Vous avez des gens qui vous disent que si tel n'est pas président au Cameroun, le Cameroun est perdu. Ce n'est pas normal. Merci, monsieur le maire Ngoulou. Alors, Maître Jean-Guy Zogo, une classe politique de l'opposition qui, selon les dires de certains, serait à refaire. Mais la question, l'interrogation, c'est est-ce qu'il y a une malédiction des deuxièmes au Cameroun? Puisque lorsque l'on essaye d'observer les deux dernières élections présidentielles, les deuxièmes ont toujours eu des attitudes assez ambiguës lorsque les résultats sont annoncés. On a des candidats qui estiment tout de suite qu'il faudrait en faire allégeance parce qu'ils seraient les vainqueurs. On a d'autres qui, tout de suite, prennent à témoin l'opinion nationale et même internationale qu'il faudrait que le président en poste leur cède le pouvoir. On a d'autres qui estiment que les élections ont été truquées, que c'est eux les vainqueurs. Alors, est-ce qu'il y a une malédiction de deuxième? Si oui, alors sinon, qu'est-ce qu'on fait pour construire d'autres rendez-vous électoraux plus apaisés avec moins de messies? Parce que M. le maire Ngoulou parle d'une opposition, d'une scène politique qui serait entièrement composée des personnes qui pensent que le Cameroun politique n'existerait pas sans leur présence. Non, je pense qu'il faudrait d'abord modifier le narratif et la rhétorique autour du messianisme. Le messianisme en lui-même, en politique, n'est pas une mauvaise chose. Parce que quand vous êtes un leader politique et vous ne croyez pas en vous-même, vous ne pouvez pas faire de la politique. Et il y a même un minimum de mégalomanie dont il faut disposer parce que, croyez-moi, vendre un projet aux gens, c'est l'une des choses les plus difficiles qu'il soit. Et il faut également rappeler aux populations camerounaises que moi j'interpelle toujours que pour qu'on parle de jeu démocratique, pour que la démocratie soit une symphonie agréable, il faut que chaque acteur joue sa partition. Et on a tendance à croire que dans cet orchestre démocratique, il n'y a que les acteurs politiques. Il y a les populations elles-mêmes. Ouais. Tout à l'heure, lorsque le docteur Jean-Moïse Mbok félicitait ceux qui sont allés voter, il y a un potentiel électoral au Cameroun qui est de 18 millions de personnes. Les gens ne vont pas s'inscrire sur les listes électorales. Ils font le choix de laisser les décisions politiques aux autres. Parce que le peuple camerounais, si on s'en tient aux dispositions de la Constitution, est détenteur de la souveraineté nationale et l'exerce au travers du président de la République et du Parlement. Mais les deux institutions sont ici. Est-ce qu'on fait le même débat? Est-ce que c'est la responsabilité au peuple indolent qui ne va pas voter ou alors c'est la faute à la classe politique dite d'opposition qui manque de contenu, qui manque d'offres fortes à formuler au peuple camerounais? Non, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il n'y a pas cette dichotomie-là qui amène à ce que peut-être
un bon discours soit adressé à une mauvaise cible, ou alors une bonne cible soit victime tout simplement d'un discours de Messie? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Tout à l'heure, lorsque monsieur le maire vous parlait des officines étrangères qui manipulent certains acteurs politiques, encore que je dis qu'on manipule ce qu'on peut manipuler. Parce qu'un acteur politique n'est pas réellement manipulable par des officines qui sont tapis dans l'ombre en Occident et qui vous amènent à dire des choses qui vont à l'encontre de l'intérêt supérieur de votre pays. Il y a un problème. L'offre politique existe, je suis désolé. Je vous dis, les Camerounais, à un moment donné, je leur ai dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'Union des populations africaines a un projet de société qui a été rédigé en 1996. J'étais en 3e. Ce projet a été porté par quelqu'un. Hubert Kamgan a été candidat à l'élection présidentielle 3 fois au Cameroun. Il a eu quel pourcentage? Le pourcentage en lui-même n'est pas le plus important. Le problème se pose, et c'est la raison pour laquelle les autres ont compris. Quand vous allez dans un pays comme la France, il y a des partis politiques là-bas qui ne vont jamais gagner une élection, mais qui vous portent un projet de société et le vendent au quotidien. Les écologistes. Les écologistes n'ont pas la capacité de remporter une présidentielle, mais ils sont présents sur le terrain. Dans l'Union des populations africaines, elle a pour faire le nombre? Non, pas du tout. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'à un moment donné, je le répète, le jeu politique n'a pas qu'un seul acteur. En fait. L'homme politique. Le jeu politique a également le principal acteur même du jeu politique. Ce sont les populations. Oui. Imaginez que 18 millions de Camerounais s'inscrivent effectivement sur les listes électorales et au moins 15 millions vont voter. Surveillez leur vote. Laissons l'exemple présidentiel. Prenons lors des élections législatives et municipales, où la surveillance est plus aisée. Parce que si vous êtes à Mona Télé, ou vous êtes candidat à l'élection municipale, vous pouvez contrôler les bureaux de vote. C'est plus facile que de contrôler l'ensemble des bureaux de vote du Cameroun. Mais si les gens choisissent de rester chez eux, ou dès que dans les bars, dans les auberges, les motels, vous voulez que l'acteur politique fasse quoi? Et maintenant, l'acteur politique vous fait une offre. C'est quelqu'un qui passe le temps à vous dire, voilà. Hubert Kamgan rappelait souvent que... Alors, restons sur le débat. Vraiment, Maître Zogo, le débat est sur un acteur qui a eu une posture après l'élection et qui est dans une situation assez paradoxale par rapport à son résultat. Le débat sur l'offre politique, les offres politiques, l'Union population africaine et des autres offres là, il peut être accessoire, je le concède, mais pour l'instant, restons sur ce qui pourrait arriver si l'acteur, ici en l'occurrence Issa Chiroma Bakary, ne revenait pas et s'il continuait justement à entretenir cette illusion de présidence en Gambie. C'est à ce niveau-là que vous m'avez demandé s'il y a une malédiction des deuxièmes au Cameroun. Oui. La seule raison pour laquelle on s'engage en politique, en tout cas on devrait, c'est qu'on a l'ambition de faire triompher un modèle de société. D'accord. Lorsque vous arrivez deuxième à une élection présidentielle, puisque c'est une compétition, quand vous regardez ceux qui ont compris le jeu politique, lorsque vous allez à une compétition électorale, vous préparez 2 discours. Un discours de victoire et un discours de défaite. Parce que quand on va à une compétition, on doit pouvoir savoir qu'on est en capacité de gagner, mais il peut arriver aussi qu'on perde. Et le fait de perdre ne signifie pas que la carrière politique s'arrête. Il y a de mauvais perdants dans l'opposition. Ce sont même plus que des mauvais perdants, c'est des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Je vous dis toujours que, ce n'est pas tant de liberté dont on a besoin que de n'être enchaîné qu'à ce qu'on aime. Vous comprenez? Vous croyez que ça nous dépasse d'aller dans la rue et de casser aussi? On n'a pas la capacité de casser. En fait. Nous aussi on peut casser, monsieur. Et si on n'arrive pas à casser, nous aussi on peut aller au Canada. Et si on n'arrive pas à aller au Canada, nous aussi on peut décider d'aller au RDPC et de décider que bon, désormais, comme là-bas, on dit que les jeunes portent les tentes des vieux, nous aussi on porte les tentes dans l'espoir d'être recrutés dans une société publique ou parapublique. Pourquoi est-ce que pendant 10 ans, moi, je vous vends une offre politique? Je vous dis comment est-ce que je vois la société camerounaise. Quel est le modèle social que je veux faire triompher? J'ai une idéologie assumée, clairement identifiable. Ce n'est pas une invention. Et c'est antérieur à ma personne. Ça veut dire que ce pourquoi je me bats va au-delà de ma petite personne. Ça veut dire que quand je fais une compétition électorale, je peux la gagner comme je peux la perdre. Mais comme je rappelle souvent, puisque c'est une question de rapport de force,
Même quand vous perdez une élection, vous devez être capable de mettre en place, de développer une ingénierie de détection des opportunités dans les difficultés que le système vous oppose. Parce que, in fine, vous ne pouvez pas être deuxième à une élection présidentielle et l'élection législative et municipale qui suit. Vous ne pesez pas sur la coloration du Parlement et des conseils municipaux. C'est un manque de stratégie, tout simplement. Merci, Maître Zogo. Jean-Moïse Mbok, manque de stratégie. Si vous étiez dans les rêves les plus fous, vous reveniez à la communication au conseil du président Chiroma, vous diriez quoi, Jean-Moïse Mbok? Que le temps d'illusion a assez duré, il faut revenir construire le parti, puisque les législatives sont annoncées en février 2027. Est-ce qu'il y a urgence pour le président Chiroma de revenir et d'essayer de relancer la dynamique FSNC? Alors, la première chose que je veux dire, c'est que je ne suis pas d'accord qu'on dise que l'opposition est transparente. Mais je voudrais qu'on dise que malheureusement, nos leaders, ceux qui se retrouvent à être les plus vus, les plus en vue, c'est ça le problème. ont le syndrome du Messie. Et c'est eux qui sont transparents. Oui. C'est eux qui sont transparents. J'en veux pour preuve ma démission. J'étais dans l'opposition. J'étais en train de voir ce qui se passait. J'aurais pu dire, comme Maître Guizou vous disait, que bon, allons casser. J'aurais pu entrer dans sa valise et partir avec lui en Gambie. Oui. Continuer à crier que cassons. C'est moi qui communiquais. C'est moi qui parlais aux gens. C'est moi qui parlais à la base. Pourquoi j'ai dit non? Parce que justement, quand on vient dans l'opposition ou en politique dans la globalité, on vient faire triompher un modèle de société. Mais et j'ai cru en ce modèle de société. C'est ce que j'ai vendu au Camerounais. Donc, il faudrait... Les Camerounais vous ont écouté, Jean-Moïse Mbok? J'ai l'impression. Il faudrait... Ils ont écouté, mais pas suffisamment. Et je les remercie. C'est pour ça que je les salue au départ. Oui. Parce que, et le colonel a bien dit, c'est une masse quand même importante. Bien sûr. Qu'il faut considérer, qu'il faut respecter. Et pour ça, je veux saluer une attitude, celle du président Biya. Parce que croyez-moi, l'attitude que je vois, c'était de ces opposants à voir. Si c'était à sa c'est place. eux qui étaient au pouvoir. Ils auraient dit, ramener le type de la Gambie, même par force. Mais voilà un monsieur qui prend toujours de la hauteur, parce que pour lui, ce sont ses enfants, c'est sa nation, c'est son pays, et on peut procéder autrement. Tous les textes qui sont sortis là, avec le sceau de la République, ça aussi, il tempère, il calme, parce que pour lui... C'était quand même très grave. C'était grave. Rien qu'à ce niveau, il pouvait être poursuivi, même à son retour. C'était grave. C'est pour ça que... Signer président de la République alors qu'on n'en l'est pas, c'est quand même compliqué, Jean-Moïse Mbok. Pour ma part, et là, je le pique encore au colonel Didier Badiek, aujourd'hui, mon combat c'est lequel? C'est la libération de ces jeunes qui ont été emprisonnés. Oui. C'est pour ça que l'opposition doit savoir comprendre l'objet du moment, de sa présence, de sa pertinence. Les gouvernants vont nous consulter sur la base de quoi? Si on n'a rien de factuel à mettre sur la table. C'est tout. Si le seul mot d'ordre de dialogue c'est le chassement, c'est le cassement, le dérangement. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut, et de l'autre côté, je voudrais vous rassurer qu'il y a eu de la stratégie. Malheureusement, les stratèges n'ont pas été écoutés. On a préféré écouter une autre forme de stratégie, qui était le désordre et le marigot. La preuve, c'est ça. Donc, et puis, M. le maire l'a rappelé, à la fin de la campagne, vous vous rendez compte que le narratif avait changé. Oui. Parce que justement, nous qui étions du noyau dur avec pour mission et rappel que le FSNC c'est un parti républicain, nous n'avons pas changé la ligne. Et quand il y avait un discours qui débordait, on lui a fait quand même le rappel et la remontrance. Moi je me souviens, je vais travailler un secret professionnel, ça c'est dans le parti politique, quand il est passé à un des médias et il a manqué de respect ouvertement à l'autre, nous lui avons dit ce n'est pas bien. Je paraphrase, ceux qui connaissent l'histoire ont compris. Bien sûr. Nous lui avons dit que ce n'était pas bien. Il n'avait pas apprécié, il n'avait pas... Mais pour nous, on estimait que l'opposition était un bloc, et on avait le RDPC en face, qui n'était pas notre ennemi, mais notre adversaire politique, c'est tout, dans une compétition électorale, c'est tout. Donc, aujourd'hui, il faut simplement rappeler aux Camerounais que apprenez à écouter les gens qui vous tiennent un discours naturel. Oui. Les gens sulfureux, les gens pompeux, les gens finalement même vaniteux, au moment donné, si vous les suivez, vous n'aurez que les conséquences que vous avez suivies. Quand il a fallu que les gens marchent, moi j'ai parlé dans le parti. Allez voir qui a marché. Très peu du FSNC. Parce que la base m'a écouté et a compris qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, changer comme ça.
Donc, il y a effectivement une officine d'ennemis de la République qui ont pour seule mission de casser le pays. Et pour eux, peu importe le client qui est là, Oui. tant qu'ils peuvent vous utiliser, Pour le vous faire, manipuler, oui. ça casse le pays. Ouais. Mais finalement, Stéphane, aujourd'hui, il faut aussi que notre système gouvernant intègre une réalité. On a eu 92, on a eu 2018, on a eu 2025. Pourquoi il n'y a pas une sorte de structure qui gère les crises post-électorales? Le problème, c'est Elles sont prévisibles, elles sont non, inévitables. mais je vous ai cité 3 dates qui devraient nous amener à réfléchir. Alors, oui. parce que cette crise-là, c'est la faute à qui? Stéphane, écoutez. La faute à qui? Je prends 92, Oui. qui est bien loin, mais qui reste D'actualité. une sorte de fantôme, parce qu'il y a quelqu'un qui passe le temps à dire que nous avons volé cette élection. Mais vous voyez que s'il y avait eu une assise pour dire, voilà le discours qu'on tient en tant qu'homme politique, on signe un engagement citoyen, il n'y a pas un candidat qui proclame les résultats. Si vous le faites... Il n'y a pas eu d'engagement en 2025, Jean-Maurice Bock. Mais non. Il y a eu un engagement. Ça n'a pas été spécifique. S'il vous plaît. Allez-y. Là, c'est journaliste. Les 12 candidats avaient signé un engagement de bonne conduite pendant l'élection et après les résultats. Écoutez-moi bien. Je vous écoute. Les Camerounais vous écoutent aussi, Jean-Maurice Tenez Bock. compte de vos réalités nationales. On a quelqu'un qui a estimé en 2018 qu'il peut proclamer les résultats avant la proclamation officielle. Pourquoi vous ne prenez pas ça en compte pour dire dans votre code de bonne conduite, intégrant de manière Claire. qu'aucun candidat ne peut s'auto-proclamer vainqueur. Ouais. Pourquoi on ne prend pas ça en compte? Parce que justement, quand vous laissez un vide, les gens s'engouffrent et créent du n'importe quoi. Vous imaginez bien que si en 2020, en 2022, 2023, même si on faisait une sorte de réformette du code électoral ou alors des engagements, on disait qu'à partir d'aujourd'hui, tout candidat signe un code de bonne conduite en tenant compte de ce que nous avons toujours vécu au Cameroun. Le problème, il est là. C'est que nous prenons des actes génériques, nous venons les apposer à un contexte qui est différent. Alors, à ce niveau, les candidats vous retoqueraient qu'ils ne peuvent pas s'engager à valider des élections qu'eux-mêmes parfois estiment qu'elles sont entachées du sceau du viol, c'est-à-dire de l'irrégularité. On ne peut pas empêcher à un candidat de se plaindre lorsqu'il estime qu'il a été floué. S'engager à dire que je ne vais faire aucun bruit, ça veut dire que j'accepte que j'ai perdu. Non, ça peut aussi être ça. En français politique, ce n'est même pas juste de parler comme ça. On parle comment là-bas? Justement, en français politique, c'est qu'on va à l'hémicycle pour peser et changer la loi. Simplement. Tout simplement, il n'y a pas de langage en politique. En réalité, le pouvoir se situe au en Parlement. politique, ce n'est pas le boucan, ce n'est pas le bavardage, c'est des actions concrètes, pratiques. Et c'est pour ça que l'éducation politique est utile au Cameroun. Il faut qu'on éduque les hommes politiques, qu'on éduque les citoyens, pour qu'ils ne se laissent pas prendre dans le piège de allons marcher. Pourtant, tout le monde sait que ça ne produira rien, si ce n'est la mort et les souffrances dans les familles. Oui. Parce que beaucoup continuent de souffrir aujourd'hui. Stéphane, si nous voulons effectivement traiter cette question et ne plus avoir des messies demain ou des personnalités fabriquées, transparentes, au temps d'une élection, il faudrait qu'on apprenne à adresser notre réel contexte camerounais dans sa politique et sa dynamique. Aujourd'hui, malheureusement, et je réponds rapidement à votre question, on doit comprendre que l'histoire va retenir qu'il a été deuxième d'une élection présidentielle, ça ne changera pas. Oui. Son absence concourt à tout point de vue contre lui. Oui. Le fait que son parti politique entre dans le boycott a su sa mort, mais de manière naturelle. C'est la fin de carrière. C'est la fin de carrière. S'il reste dans cette dynamique du boycott, il faudrait donc aujourd'hui qu'il fasse acte de bonne foi. Et maintenant, c'est le conseil que je lui donne. Qu'il fasse acte de bonne foi. Qu'il fasse fi des gens qui vont dire que, oh, il a vendu, oh, c'est... Non, le pays d'abord. Sa petite personne après. Qu'il revienne. Qu'il crée le contact. Même s'il faut créer des médiations, ça existe. L'Union européenne... Vous êtes prêt à jouer ce rôle, Jean-Maurice? Non, pas moi. Moi, j'ai démissionné, je ne suis plus là. Vous ne pouvez plus parler au président je ne suis plus là. Vous n'avez plus de rapport? On n'a plus de rapport. Il y a des gens qui sont capables de le faire et de très bien le faire. Qu'ils le fassent. Non, ne soyons pas prétentieux non plus. Donc, il y a des gens qui peuvent... Parce que la médiation, c'est pouvoir parler aux deux acteurs. Ce n'est pas que parler à Thiro. Moi, je peux vraiment de lui parler. Est-ce que la présidence vont me recevoir? Donc, il faut pouvoir être honnête et humble pour dire, bon, ceux qui peuvent le faire, qu'ils le fassent. Donc, aujourd'hui, il y a des gens dans ce gouvernement que lui peut appeler pour dire, bon, écoutez, parlez au chef,
trouvons un terrain d'entente, on évolue. Même s'il y a des charges contre moi, pour la paix sociale, pour le bien de la nation, on trouve un terrain d'entente, on évolue. C'est ça mon conseil, qu'il revienne au pays. Merci. Docteur Badjek, dans la posture d'Issa Chiroma, on va jusqu'au bout, on s'arc-boute, je suis président, ma victoire a été volée, ou alors on essaye de trouver le juste milieu et on pense Cameroun. Penser Cameroun, c'est peut-être de revenir, essayer de reconstruire, de reprendre langue avec son État, peut-être de ne pas dépeindre aussi le pays en noir, parce qu'il y a des discours qui sont tenus ici et là, qui amènent à croire que, justement, il y aurait comme une malédiction pour tous ceux qui ont été deuxième à l'élection présidentielle. Et nous allons partir toujours de l'histoire. Vous savez ce qui arrive aujourd'hui à un certain président de parti avec une de ses bases, avec sa base. Comment est-ce que celle-ci, comment ils sont désolés? C'est un peu la fin. Alors, si M. Issa est resté dans une léthargie illuminée, eh bien qu'il se réveille enfin. Hein. Parce que lorsqu'on regarde les indices, moi je suis un scientifique, et j'analyse l'aspect chrysogène du Cameroun avec le référentiel chrysogène que j'ai créé. Et là-dedans, si vous regardez seulement l'aspect communication, et c'est absolument aisé de pouvoir le mesurer, vous allez dans les réseaux sociaux, vous savez quels sont le nombre de ceux qui utilisent les réseaux sociaux, et vous voyez le nombre de vues qu'il a. Vous allez vous rendre compte qu'il y a 4 mois, il avait un certain volume, et que maintenant, il n'a même plus 2 personnes qui regardent ce qu'il fait. Lui-même, il devait savoir qu'il n'a plus de force, n'a plus d'intérêt. Donc, lorsqu'on est intelligent et qu'on voit qu'on ne pèse plus, on essaye de faire autre chose. Vous êtes certain qu'Issa Chiroma ne pèse plus? Mais si vous voulez, on évalue la puissance d'un homme politique à partir des likes dans les réseaux sociaux, ou les réactions des followers. Écoutez, nous regardons tous les réseaux sociaux. Oui, nous savons qu'il n'y a pas de critère. C'est un révélateur. C'est un des marqueurs. Peut-être des révélateurs. Ou alors le révélateur. Un des marqueurs. Écoutez, monsieur. C'est le docteur Badjek qui a la parole. Ne l'aidez pas. C'est le stratège qui nous attend. Oui, ce que je voudrais vous dire, n'est-ce pas? Moi, en tant que stratège, j'écoute et je lis les réseaux sociaux. Je n'y tiens pas une confiance absolue parce que je sais qu'il y a beaucoup de dérapages, mais ça peut, chaque fois que j'ai un élément au niveau des réseaux sociaux, j'essaie un peu de rechercher, de vérifier et d'analyser cet élément-là. Mais j'arrive, même si j'arrive à 20% de vérité et 80% de mensonge, j'ai au moins la racine de l'information que j'analyse ensuite. Vous voyez, lorsque vous regardez, si vous voulez vous regarder, il y a 4 mois, il y avait suffisamment de référencement sur lui, vous ouvriez, il était au moins sur 4 pages. Maintenant, si vous voulez vous regarder, j'ai 2 portables, un de MTN et un de Orange, pour ne pas faire la publicité. Mais vous allez regarder, vous allez voir qu'il est pratiquement absent. Oui, et puis, ne regardez pas seulement ça, regardez les commentaires qui sont faits lorsqu'on parle de lui. Et il est matraqué. Donc aujourd'hui... Ces commentaires peuvent être orientés aussi, on connaît comment ça marche. Mais pourquoi ceux qui sont alors pour lui n'orientent pas aussi les mêmes commentaires? Il le faisait il y a 4 mois. C'est ça qui est le problème. L'audimat, vous savez, hein, l'audimat est une chose qui est extrêmement importante. Vous avez fait un peu de communication en tant que journaliste. Vous savez que c'est un élément déterminant. Tant il est vrai que, n'est-ce pas, la démocratie, pour qu'elle soit active, elle est l'action de pouvoir toucher le plus grand nombre de cibles. D'accord? Moi, si je fais une communication aujourd'hui et que je n'ai pas beaucoup de cibles, ça veut dire que je ne communique pas. Moi, lorsque je fais un message au niveau de YouTube ou bien je sais pas quoi, un support des réseaux sociaux et que je vois que je n'ai pas de retour, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Non. Il faudrait qu'on comprenne quand on a perdu. Hein. Et l'élégance aussi d'un homme, la maturité d'un homme politique, c'est de savoir que nous avons perdu. Et qu'est-ce que nous faisons maintenant? Justement, parce qu'il n'y a pas de prospective, n'est-ce pas, autour de lui, ils ne savent pas ce qu'il faut faire maintenant. Alors, où sont passés les fameux experts et stratèges qui l'entouraient au moment où, par exemple, le docteur Mbok quitte le navire? Il y avait une effervescence autour du candidat Chiroma, il y avait un nombre impressionnant de community managers autour de son action. Où sont-ils passés? Il semble bien seul aujourd'hui, le président Chiroma. Je ne voudrais pas parler de ça ici, parce que mon rôle n'est pas d'exciter les téléspectateurs. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'il y a une décadence dans la qualité de ceux qui l'entouraient et que ça a même été, à un moment, quelque peu sectarisé. Voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Si le colonel me permet vraiment 30 secondes. Et je reviens parce que je tiens à ce que je finisse mon temps de parole. Tous ces gens-là, surtout les fameux influenceurs, ils étaient payés par les officines étrangères. Vous dites que pour cela a été payé, pour faire ce travail. Les influenceurs qui communiquaient sur le candidat Chiroma étaient payés. C'était payé. Pour la fleuve, Jean-Maurice Mbok.
Ils étaient payés. Est-ce qu'il y a la preuve? Il était de l'intérieur. Je pose une question, mais il faut aussi qu'il y ait la preuve. Je peux vous l'apporter. Oui. Ils étaient payés pour faire ce travail. Ils l'ont bien fait. La preuve, c'est que moi, quand je démissionne, je l'envoie au candidat directement. Et c'est lui qui l'envoie aux réseaux sociaux. Et c'est eux qui publient, en me rappelant que c'est lui qui a demandé qu'il publie. Donc vous voyez jusqu'où la confusion est allée. Moi, je ne me suis jamais mis sur les réseaux sociaux pour monter ma démission. C'est lui qui leur a envoyé ça. Parce que justement, il y avait un financement qui était autour. Il y avait un projet. Qui payait les influenceurs pour Chiloma? Et il y a des gens qui l'ont vraiment laissé. Il y a des gens qui peuvent mieux vous répondre que moi parce qu'ils ont des traces. Mais je vous garantis que je les ai vus. Donc il y a des gens qui étaient payés pour ça, Stéphane. Ils ne sont plus là parce qu'ils ne sont plus payés. Ces officines ont arrêté de financer ce à quoi eux ne croyaient plus. Et je rejoins le colonel, l'audimat a fondamentalement diminué. L'intensité autour de lui a diminué. Il gagnerait en tant que vraiment ancien officier de la politique de se dire, mais écoutez, monsieur Biarritz sur le soleil, revenons autour du soleil. Et puis il y a aussi un problème parce que j'allais parler de ça, de cette désertification de son entourage. Vous allez voir que premièrement, un homme politique qui change en moins de 6 mois de porte-parole, ça veut dire qu'il y a une instabilité quelque part. Oui. D'accord. Moi, je fais une analyse froide. Je suis pas. Vous savez, si vous voulez que je fasse une analyse comme membre d'un parti, je vais la faire. Mais là maintenant, je suis un stratège et je dis ce que je dois dire. Donc là, c'est cette chose-là qui arrive. Et je trouve que ce ne sera pas un gâchis. Parce qu'il faudrait voir dans quelles circonstances le résultat qu'il a eu. C'est pas un gâchis parce que c'était un résultat temporel. C'est-à-dire que c'était on va dire quoi, un rejet total de ce qui avait les gens étaient en quête d'une et ils ont voté qu'ils ont pu voter. Si peut-être il revient au niveau des législatives, il va voir que ce sera plus le même résultat. Malheureusement, parce qu'il a cassé la dynamique. On a cassé la dynamique. Comme voilà. Merci, Dr Badjek. C'est vrai que nous avons un flot de réactions qui parfois aussi vire à l'insulte. On va essayer de prendre ce qui paraît acceptable en télévision, puisque nous, Info TV, on fait de la vraie télévision qui construit, qui éduque et qui divertit. Prenons celle-ci. Docteur Badjek, bonsoir. Quelle opposition forte voulez-vous quand on connaît l'acharnement que le pouvoir a vis-à-vis d'un parti historique comme l'UPC? Nous sommes en pleine dictature douce. Monsieur Ngoulou, les Camerounais ne suivent pas le RDPC à cause de son programme de société, mais à cause des pagnes et autres gadgets. On a même assisté à la dernière campagne présidentielle du RDPC à la distribution des serviettes hygiéniques du jamais vu. C'est monsieur Abo qui communique. Je tiens à préciser que pour ceux qui sont attentifs aux plateformes d'Info TV, justement l'UPC, le parti auquel vous faites allusion, était convié sur ce plateau. Donc, il n'y a pas de discrimination. Toutes les sensibilités sont représentées lorsque nous, Info TV, essayons de passer le message qui est celui que nous voulons faire passer. Prenons celle-ci, cette contribution. Bonsoir le panel. Depuis la démocrature au Cameroun, pourquoi le deuxième à la présidentielle a toujours des problèmes? On ne sait pas. On essaie d'y répondre. Sandra on ne sait pas. On ne sait pas. Dans les problèmes Bonsoir, très cher Stéphane Barga, ainsi qu'à ton panel. Parlant de votre thématique, Monsieur Satchiroma a eu la chance de croiser une sommité en communication et stratégie politique, le docteur Mbok, qui est là sur votre plateau. Mais la duplicité et la roublardise l'ont rattrapé parce qu'il s'est mêlé au tireur de pénalty. Et comme il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, il s'est grillé. Sa carrière est à sa fin. C'est l'apôtre Maurice Kokomo qui a réagi à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir Stéphane Barga, votre débat est faussé à partir du moment où vous ne parlez pas du vrai problème au Cameroun. On ne vend pas une offre politique dans un pays où l'opposition conteste la crédibilité des élections. Tant que le code électoral et le système électoral ne font pas consensus, il faut arrêter de tirer sur l'opposition. Même l'opposition française ne peut pas s'en sortir dans un environnement politique camerounais. Le vrai problème du Cameroun, c'est la fraude, la corruption et l'injustice. Et aucune opposition ne peut exister dans ce genre d'environnement. Il faut féliciter l'opposition camerounaise. On a tous vu ce qui s'est passé avec le site du Minat. On a tous vu ce qui s'est passé avec Cabral Libi et Robert Kona. Comment pouvez-vous tirer sur l'opposition dans un pays où les acteurs du processus électoral ne jouent pas bien leur rôle? Dans un pays où le ministre
de l'administration territoriale parle au nom de l'ECAM. Arrêtez de blâmer la flèche alors que le tireur est devant vous. Personne sur ce plateau, moi je ne sais pas si on a blâmé l'opposition. Même si on a dit des choses, on a répondu. Bonsoir, je ne suis pas d'accord avec le narratif de M. le maire Ngoulou du RDPC. La même situation s'est produite au Gabon. Aujourd'hui, les Gabonais ne regrettent pas, nos dirigeants doivent laisser la possibilité aux autres. Merci à vous, Jean-Pierre, depuis Soie. Bonsoir Stéphane, c'est le 240. Je pose la question à M. Mbok, qui est la vedette du plateau. Il n'y a pas de vedette ici. Par ailleurs, j'apprécie bien le thème. Est-ce que M. Mbok s'est entretenu avec M. Chiroma avant le scrutin? Quelles pourront être ses actions au cas où il perdrait? C'est à partir des positions du ministre qu'il pouvait prévoir ce qui allait se passer après. S'il ne l'a pas fait, il a manqué un peu de présence d'esprit, car il aurait pesé sur la pré-scrutin, voire même influencé les décisions du ministre Chiroma. Est-ce qu'il y avait eu cette discussion sur le positionnement au cas où, justement, les résultats n'étaient pas favorables? Ça veut dire qu'il n'a pas écouté ce Il n'a pas écouté. Pendant les travaux préparatoires, on en a parlé. Oui. On peut être premier, on peut Peut-être être deuxième, on peut peut-être être même troisième. On en a parlé. Quand on va à une élection, on s'apprête à tous les Jusqu'à la scénarios. veille de l'élection, j'ai échangé avec lui et je lui ai donné la même position. Malheureusement, il y avait d'autres conseillers qui avaient plus d'influence que nous autres qui n'avons pas les moyens que ces fameux conseillers avaient. Donc, quand vous donnez une idée à votre patron politique, sans apporter du fromage sur la table, et un autre vient donner un conseil avec beaucoup de fromage, du beurre, du lait, j'ai l'impression que ce n'est pas écouté de la même manière. Donc, j'ai fait tout ce que j'avais à faire jusqu'à la dernière minute. Bon, il est dans l'idéal, mais un porte-parole ne commande pas son patron. C'est clair. Il suggère, il propose. C'est au patron de décider. Merci Jean-Moïse Mbok. Bonsoir à vous sur le plateau. Il faut mettre la candidature de Chiroma dans son texte. Il s'agit d'un ancien ministre qui a démissionné à une période électorale pour se mettre face à son ancien maître. Pour le RDPC, il s'agit de trahison et tout le monde sait avec quelle brutalité le RDPC traite ses anciens amis. Chiroma était conscient que sa gestion pendant son séjour au pouvoir n'était pas sans faille, était presque certain qu'il serait difficile pour lui d'atteindre les législatives, encore en liberté. Il ne pouvait pas suivre donc le docteur Mbok et sa branche. Merci à vous, Fumo Franck. C'est vrai que ça peut tenir aussi. Bonsoir Stéphane. Chiroma ne pouvait pas suivre le camp du docteur Mbok, il ne pouvait que rallier l'aile opposée. En effet, le camp d'en face avait ceci de particulier qu'il donnait à Chiroma la possibilité d'entretenir une illusion d'avoir gagné. Aller à une autre élection pour Chiroma était un gros risque. Le monde pourra découvrir réellement ce qu'il vaut. Merci pour la contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Chers Camerounais, soyons sérieux. Vous voyez le président Paul Biya perdre des urnes et nos institutions viendront dire qu'il a perdu. On parle du candidat Chiroma sur ce plateau. Bonsoir le panel. Lorsque Maître Zogo affirme que Chiroma ne fait pas l'objet de poursuites et l'accuse d'avoir été l'instigateur de la crise post-électorale, n'y a-t-il pas là de l'huile de sardine sur le pain? Vraiment. Bonsoir le riche panel. Je suis Calice de Fougerolles. C'est pas Issa Chiroma qui a tiré sur les populations. Merci. Merci à vous, chère madame. Lorsqu'on a dit, on va prendre le léger break et revenir tout de suite après pour évoquer la vice-présidence au Cameroun. La vice-présidence et tout ce qui peut tout simplement en dériver.
Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Soir et très rapidement nous allons voguer vers d'autres sphères de réflexion avec cette problématique inhérente à la nomination du vice-président. Pour beaucoup, il s'agit d'un saut vers la modernisation de l'État du Cameroun. Pour d'autres, il s'agit tout simplement d'un recul puisque le poste en lui-même n'est pas électif. On va donc ensemble essayer de voir où est-ce qu'on pourrait y voir du vrai, du faux. Maître Zogo, l'UPA pense quoi de cette situation? Nous sommes dans un recul ou alors nous sommes dans l'avancée démocratique au Cameroun? Nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre. Et comme le docteur Badjek a dit tout à l'heure d'entrée de jeu, le sujet devient déjà redondant. Et il devient redondant parce que il y a aussi quelque part une sorte d'attentisme qui s'est emparé des institutions camerounaises. Et malheureusement, celui qui est chargé de mettre un terme à cette sorte d'attentisme, le président de la République, prend son temps. Et ce temps qu'il prend dessert le Cameroun. Parce que je rappelle toujours qu'un couteau que vous posez sur la table, en lui-même ne peut pas tuer quelqu'un. Il devient une arme dans les mains d'un assassin. Ça veut dire que l'institution en elle-même n'est pas un problème. Quand on est un poste de vice-président ou qu'on n'en est pas, déjà que maintenant on en a, on n'est plus au niveau de est-ce qu'on peut en avoir ou pas. On a un poste de vice-président qui a été institué au Cameroun. Le débat n'est plus à ce niveau. Le débat est au niveau de le président de la République doit nommer le vice-président. D'accord. Et moi, je l'ai déjà dit, au risque de me répéter, une seule alternative s'offre à lui. Il a le choix entre la continuité et la rupture. Et la continuité va se faire s'il fait un choix patrimonial. Tous les débats alambiqués que vous écoutez autour d'une... Beaucoup font parler la famille. D'une histoire de... Il devrait nommer un de ses fils. Le Cameroun leur appartient. Ou c'est vraiment un bien commun. S'il s'engage dans Ces fils sont interdits? Non, justement, Puisque le président a le pouvoir discrétionnaire de le nommer. Vous savez, la difficulté, c'est qu'il faut que les gens se rappellent qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Jouir du pouvoir discrétionnaire ne veut pas dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, d'un pays qui ne vous appartient pas. Et s'il fait le choix d'une gestion patrimoniale du Cameroun, c'est-à-dire la continuité, il va nous enfoncer dans tout ce que nous voyons là. Il peut aussi faire le choix de la rupture. Il peut prendre tout le monde au court et dire voilà, c'est mon mandat testamentaire, je veux passer la main à une nouvelle génération, comme le docteur Badjek disait tout à l'heure. Il est temps que l'on passe la main à une nouvelle génération d'acteurs politiques. Et puis vous nommez un vice-président qui n'a jamais été dans un gouvernement, qui n'a jamais dirigé une institution publique, mais qui a une vision, qui a l'agnac de son âge, et puis on y va. Est-ce qu'on peut confier le Cameroun à un pays aussi complexe, à un pareil profil qui n'a pas été éprouvé, qui ne soit jamais passé par le feu de l'épreuve? Stéphane Baga. Cameroun, c'est un pays assez délicat, je ne vous l'apprends pas, Maître Zogo. Stéphane Baga, le Cameroun n'est pas plus compliqué que l'Iran. Le Cameroun n'est pas plus compliqué que les États-Unis, que la Chine, que le Soudan. Écoutez, il faut arrêter de mystifier le Cameroun. Il faut arrêter de donner l'impression aux Camerounais que pour le diriger, il faut avoir 3 testicules, 5 seins. Il faut arrêter ça. Moi, je peux diriger le Cameroun. Vous comprenez? Le docteur Mbok peut diriger le Cameroun. Le colonel Badjek peut diriger le Cameroun. Vous regardez avec un grand sourire. Non, moi, je ne l'ai pas cité parce que forcément, ADPC, ils sont plus près. Là, l'échec est cuisant. Mais le problème ici, c'est qu'il faut... Je refuse qu'on passe autant à dire aux gens que on ne peut pas diriger le Cameroun si on n'a pas déjà été moulé dans la machine. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui n'a justement pas encore été là peut apporter un regard neuf. Ouais. Il peut apporter des solutions nouvelles, novatrices. Il a même cette possibilité justement que, comme il vient de l'extérieur de l'establishment politique déjà vieillot, il est capable de venir donner un coup de pied dans la fourmilière parce qu'on en a besoin. Vous ne pouvez pas me dire que parce que le pape arrive au Cameroun, on découvre qu'il est possible de rafistoler une route en 2 semaines. Pendant ce temps, on a des routes qui font 10 ans. Donc, le recul, avancer, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les populations camerounaises ont des problèmes d'accès à l'eau potable. C'est quelque chose qu'on connaît. À l'électricité, on connaît, vous me voyez me balader avec mon powerbank, ce n'est pas par gaieté de cœur.
parce qu'on coupe tellement le courant que je suis obligé, au regard de l'importance de mes téléphones, d'avoir un powerbank. On a juste besoin que le président de la République nomme quelqu'un qui est capable, reconnaisse que pas seulement son nom. Quand on va dire c'est tel, on saura qu'on est dans la continuité ou on est dans la rupture. Et là, on saura effectivement s'il veut que l'histoire retienne de lui, qui nous a apporté la démocratie et le progrès, ou alors que, in fine, il a juste choisi de préserver les intérêts de son clan et de sa famille au détriment de l'intérêt supérieur du Cameroun. Merci, Maître Zogo. Alors, Monsieur le maire Ngoulou, c'est vrai que Maître Zogo déclare pouvoir diriger le Cameroun. Moi, je vous pose la question. Je vous pose la question de savoir, lorsque justement l'on perçoit, lorsque l'on capte, lorsqu'on est au contact, lorsque l'on ressent la température politique du Cameroun à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, est-ce que le président Paul Biya n'a pas en cette nomination, en ce choix de profil, en cette question de la vice-présidence, l'un des plus gros challenges justement de son magistère? À qui est-ce qu'il va confier justement cette responsabilité-là? Les Camerounais attendent. Écoutez Stéphane, il y a beaucoup de spéculations. Moi je trouve que les Camerounais spéculent beaucoup et qu'ils sont plus pressés que la majorité. Ce n'est pas de leur droit, lorsque le pays est dans une effervescence pareille, que les Camerounais citoyens soient impatients justement de connaître à qui est-ce que le président Biya va accorder le strapontin. Il devrait l'être si et seulement si le président ne fait pas des choses, je pense même avec plus de célérité que d'habitude. Il a promulgué la loi. Oui. Combien de temps après? Le 16. Maintenant, quand on parle du poste de vice-président, c'est quelqu'un qui viendra grappiller en termes de mission de part et d'autre. Il faut donc refaire les organigrammes. Ne pensez pas qu'on va du jour au lendemain dire oui, il y a un vice-président. Il faut bien qu'il vienne s'intégrer dans la loi. Vous le dites même, la loi a été accélérée. En fait, la vitesse avec laquelle, et votre camarade Zengele même sans l'interroger, la vitesse avec laquelle la loi a été promulguée, si on va aussi vite pour la promulgation de la loi, pourquoi prendre encore autant de temps pour la nomination? Vous voyez donc pourquoi je parle de spéculation. Parce que tantôt, vous trouvez on est allé trop vite. Tantôt, vous vous impatientez. Je suis en train de vous dire, le poste de vice-président, ma foi, ne viendra pas créer un nouveau Cameroun. Le vice-président n'est pas le président. Le vice-président, j'ai envie de dire, c'est le second couteau. Il ne faudrait pas qu'on mette beaucoup d'espoir, ce qu'il ne faut même pas mettre dans ce poste-là. En fait, le Cameroun a trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, judiciaire et parlementaire. Dans ces trois pouvoirs, nous avons un premier ministre, chef du gouvernement. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après le chef de l'État, c'est le premier ministre qui manage le gouvernement. Maintenant, il y a donc quelqu'un d'autre qui n'est pas en pouvoir et qui n'a pas un pouvoir actif défini, qui va faire son entrée. Il faudrait bien aménager son champ d'action. On ne va pas ce n'est pas un coup de poker, on ne va pas le tirer comme ça et en même temps, il va un peu grappiller. Il y a un secrétaire général de la présidence qui a été fait ministre d'État, secrétaire général à la présidence, oui, qui a des missions fortes depuis un certain temps. Est-ce qu'il est passé par le feu du Parlement? C'est le pouvoir discrétionnaire du président. Le vice-président, lui, passe par... la loi a été promulguée au Parlement. Pourquoi la loi a été promulguée. Maintenant, donc, dans la loi, on dit qu'il est au-dessus du ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Que ce ministre travaille sous lui. Il faudrait donc diluer les missions des uns et des autres pour lui trouver une place. Et vous pensez que du jour au lendemain, on va le faire comme ça? Donc, moi, je pense que
le vice-président arrivera et le profil que le président choisira sera de son choix, parce que c'est quelqu'un qui travaille avec lui. Vous n'allez pas prendre, comme il a dit tout à l'heure, j'ai même entendu quelqu'un d'autre sur votre plateau ici dire que c'est lui qui sera vice-président. Il faudrait quand même que cette personne ait quelques acquaintances avec le président. On ne travaille pas avec des individus qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Il faut quand même un certain niveau d'intimité avec la personne. Alors, ça veut dire pour vous que, justement, parce que la personne est connue. Parce que si on travaille de façon sereine, de façon récurrente avec le président de la République, on devrait être connu des Camerounais. Sinon, on s'en tient à cette logique, monsieur le maire Ngoulou. Il sera nommé. Attendez, patientez, il sera nommé. J'ai dit, comme il a dit tout à l'heure, que n'importe qui peut être nommé à cette fonction. Moi, j'ai dit, il faut mettre des bémols, parce que c'est quelqu'un qui va devoir partager l'intimité du président, parce que c'est le président qui lui donne du grand à moudre. Il faudrait qu'il s'asseye, qu'il travaille. On ne va donc pas aller porter un kidam, un inconnu comme ça, qu'on va introduire dans un cercle. On parlait de sérail. Parlant de ce niveau-là, c'est le sérail. Donc on ne prend pas un inconnu, un parfait inconnu, qu'on introduit dans le sérail. Il a dit que tout le monde peut gouverner, diriger le Cameroun. Je suis désolé. Tout le monde peut pas. Non, il y a quand même un niveau d'expérience qu'il faut avoir pour diriger les affaires de la nation. Merci. La volonté seule ne suffit pas. Le parcours académique seul ne suffit pas. Il faut faire quoi? Maître Zogo. Une minute. Je ne sais pas pour répondre. Non, je donne 30 secondes. Non, et je lance le chrono. Je voudrais qu'on se comprenne bien. Dire aujourd'hui que la raison pour laquelle le président de la République ne nomme pas encore le vice-président, c'est parce qu'il faut refaire les organigrammes. Ça donne une impression de navigation en vue ou d'improvisation ou d'impréparation. Parce que ça suppose au moment où on allait déposer le projet de loi, on aurait déjà dû en amont travailler sur l'ensemble des prérogatives du vice-président et comment est-ce qu'il va s'insérer dans l'armature institutionnelle du Cameroun. Dire aujourd'hui que non, on prend encore le temps d'organiser, ça donne l'impression de qu'il y a une improvisation derrière. Merci. Docteur Badjek, la question, c'est vrai que vous avez pensé que les rédactions centrales d'Info TV pointent du doigt, mais la question, les Camerounais s'interrogent. On est un peu, je ne vais pas utiliser, mais on a entre deux choses. On se dit, la loi a été promulguée avec une célérité rarement vue au Cameroun, au niveau du Parlement, mais là on est en train d'attendre. Est-ce que l'entente sera celle aussi, comme par exemple celle liée au gouvernement? On est en train d'attendre. Quelques jours. Il y a des interrogations sur les profils. Monsieur le maire dit tout le monde ne peut pas. Maître Zogo dit lui il peut, tout le monde peut. Certains s'interrogent, c'est un recul, c'est une avancée, les camps sont divisés. Que dit le stratège? Bien, moi je vais analyser ça tout à fait sous un autre prisme. Maître Zogo a un tout petit peu dit ce que je voulais dire, parce que vous voyez, vous ne pouvez pas créer une structure si vous ne maîtrisez pas le contenu de cette structure. Voilà. Ça, c'est une chose qui est évidente. Voilà. Et je pense que la psychologie aujourd'hui du peuple camerounais, elle est éruptive. On est passé par plusieurs efforts, plusieurs difficultés, pour que cette fois-ci, même vous savez un peu combien la salive va couler sur l'opportunité de la création d'un poste de vice-président. Et tout ça, on se rend compte que depuis les 2 dernières années, il y a une série d'épisodes, n'est-ce pas, qui fait qu'aujourd'hui, le peuple attend. Et je pense que, de toutes les façons, la communication qui a été faite tout autour, même par le RDPC et par le gouvernement, a réussi quand même à ramener un tout petit peu un climat d'acceptation. Mais nous disions aussi ici que l'avenir du Cameroun dépendait du phénotype du vice-président que l'on va nommer. Tout simplement. Ce qui veut dire que si c'est un vice-président qui ressort un peu d'une certaine neutralité hors des schémas usuels que l'on connaît, politiciens et autres, eh bien ça pourrait passer. On verrait effectivement une sorte de réduction de l'incertitude politique et une bonne institutionnalisation du pouvoir. Je voulais parler de continuité même. À ce niveau, docteur,
excusez-moi, c'est pas un comparatif, mais dans la classe politique, on estime qu'il serait trop dangereux de confier cette fonction hyper sensible dans le contexte camerounais à quelqu'un qui n'ait pas été moulé, qui n'ait pas été initié, qui n'ait pas suivi le logiciel et le code du président Biya, parce que on ne peut pas découvrir un collaborateur de ce niveau et justement avoir des surprises. Est-ce qu'il y aura encore surprise? Est-ce qu'on sera dans la Moi, je vous continuité? pose une question. Qu'est-ce que vous appelez expérience? Voilà. L'expérience, c'est passer 20 ans à faire autre chose que ce qu'on vous demande de faire, Voilà. ou alors c'est accumuler une certaine analyse de ce que l'on voit au niveau du pouvoir, au niveau de la gouvernance, Voilà. au niveau de son opposition, au niveau de Voilà. la vie politique. Tout simplement. C'est ce que moi j'appelle de l'expérience aujourd'hui. C'est tout. Monsieur le président Biya a pris le pouvoir à quel âge? À quel âge? Le président 49 Aïdjo ans. a pris le pouvoir à quel âge? Vous me parlez d'expérience là maintenant, je ne vois pas de quoi il s'agit. Non, l'expérience, c'est l'engagement d'abord constitue une volonté qui va avoir des chapitres d'expérience. Ouais. Je vous dis, je suis d'accord tout à fait avec monsieur le maire qui dit que ce n'est pas n'importe qui doit arriver. Nous pouvons trouver, même au sein même de l'entourage du sérail, quelqu'un qui souscrit. Pourquoi est-ce qu'on fait semblant de ne pas savoir quelles sont les raisons fondamentales de cette affaire? Parce que moi, je vous avais dit que le vice-président, c'est bon, mais ça va susciter, ça va entraîner encore plus de problèmes qu'on en avait. On a accepté, ça arrivait. Maintenant, il faut nommer. Et il y a d'autres mécanismes qui sont administrativement délicats pour qu'on puisse nommer maintenant un vice-président. Ou alors qu'on puisse... Là aussi, vous dites au Camerounais d'attendre. Alors que la loi a été promulguée avec toute la célérité du monde. Le charme d'un stratège, oui, c'est de voir tous les horizons et d'en discuter. Et je ne suis pas influencé par quelque pouvoir que ce soit. Je parle et je suis constant sur les marqueurs que j'analyse. Vous comprenez? Oui. Il y a le pour et le contre. Aujourd'hui, celui qui va vous dire que la création d'un poste de vice-président au Cameroun est accueillie favorablement pour tous les Camerounais, c'est un menteur. Malheureusement, je ne peux pas venir faire ce discours-là ici. Aujourd'hui, je suis plutôt de la réelle politique et un peu sur un concept constructiviste. D'accord? Moi, je construis, je regarde. Alors, je veux dire que c'est là. Et le wagon doit continuer. Il a déjà traversé la gare. Demain, il nous faut un vice-président. Il y a des avantages. Plus tôt on le nomme, ça va taire toutes les incertitudes aujourd'hui, et des gens qui disent qu'il y a une famille présidentielle qui devrait à tout prix être nommée, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, ça va couper ça. Et ça, le pouvoir discrétionnaire du chef d'État fera que, quel que soit celui qui nommera, il sera nommé. Vous comprenez? Et la vie va continuer. Mais ce que moi je demanderais, c'est que cette personne puisse refléter le phénotype que l'on veut pour le moment. Quelqu'un qui soit... Qui veut? L'on. Le peuple. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez le même niveau, justement, de contrainte que celui qui choisit? On a le peuple, tout le monde on a le même niveau, mais on ne se plaint pas de la même manière. D'accord? Moi, lorsque j'ai faim, je ne dirais pas que j'ai faim. Hein? Mais l'autre, quand il a faim, c'est qu'il n'a pas d'alternative, il va pleurer au bord de la route, il va mendier. Donc, tout ça, la cause essentielle, l'élément essentiel, c'est la pauvreté, c'est la famine et tout. Oui. Non, ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas que, lorsqu'on fait une analyse politique, il faudrait être froid. Nous voulons tous le bien de notre pays aujourd'hui. Le vice-président, il sera là. Pour des raisons. Et si jamais il ne le nomme pas tôt, vous ne pourrez pas faire autrement que d'accepter le tempo du président. Mais je vais vous dire que les élections, même le remaniement que vous demandez, je vous donne juste un exemple simple. Vous remaniez, maintenant, moi je disais la semaine dernière qu'il fallait que le remaniement arrive, mais quand on regarde techniquement, ça peut être difficile. Nous sommes à 4-5 mois, on va dire 7 mois, 8 mois de l'élection législative. Vous nommez maintenant un ministre qui, dans son département, a perdu les élections. Vous faites ça comment? A perdu les élections législatives. Or, avec le nouveau découpage, administratif, législatif et tout le reste, on sait quels sont les éléments qui portent pour notre politique. Et on refait donc un gouvernement en conséquence. D'accord? Donc ça peut être une raison des tout prochains jours. Hein, du renvoi peut-être de cette échéance-là. D'accord? Ça peut s'expliquer comme ça. Sinon, pourquoi ça ne se passe pas? Mais je dois dire, ne dites plus jamais que on ne sait pas, on n'a pas encore la structure de la vice-présidence, ce qu'il va faire. Ça veut dire que ça, il ne faut même pas le dire en politique, c'est un échec. Merci. Ouais, ce qu'il faudrait dire, je sais qu'il y a une structuration,
Pourquoi? Parce que vous allez discuter à l'Assemblée, vous avez le projet, vous le défendez. Pourquoi je veux un vice-président? Parce que, il aura telle attribution. Le chef de l'État le sait déjà, il a suffisamment de conseillers. S'il ne sait pas, c'est que ses conseillers ne font pas leur travail. Merci, Dr Badjek. Parole forte. S'il ne sait pas, les conseillers ne font pas le boulot. Jean-Moïse Mbok, il nous reste 3 minutes. Vice-présidence, beaucoup d'interrogations, beaucoup de suspicions, avancées, recul, mais la réalité est là. Il faut un vice-président, mais on ne connaît pas le timing. Alors, les Camerounais se sont exprimés en mettant sur la table leurs besoins. Oui. Et leurs besoins sont connus. Et j'en veux pour preuve le discours du 6 novembre. Comme du 6 novembre a reconnu que les gens ont faim, que les gens ont soif, les jeunes ont besoin d'emploi, les femmes ont besoin d'être portées à plus de responsabilités et politiques et sociales et autres, que le pays, dans la gouvernance, doit avoir une répartition excellente. Le pape est venu et il a rappelé avec beaucoup d'insistance qu'il faut mettre un terme à la gabegie, il faut mettre un terme à la malgouvernance, il faut mettre un terme à un ensemble de problèmes, sachant que l'Afrique regorge d'un potentiel énorme, oui. Et il faudra qu'on puisse le mettre en exergue pour ne plus continuer à nous plaindre. Parce qu'on s'est trop plaint que les Blancs viennent nous spolier, ils viennent pas. Mais maintenant, commencez donc à travailler vos propres choses chez vous. Voilà les problèmes des Camerounais. Le texte même dit que le président peut. Les gens aiment bavarder. Il peut ne même pas aussi. Il peut ne pas aussi. Stéphane, je m'en fous. Je vous dis, mais tout en majuscule. Tout simplement parce que ça ne résout pas les problèmes qui sont posés. Vice-président ou pas, on a élu quelqu'un qui a dit que je sais quels sont vos problèmes et je vais travailler à les résoudre. C'est tout. Il vous annonce un gouvernement... Pas de vice-présidence, c'est des incertitudes majuscules dans le fonctionnement du pays. Quelle incertitude? On a dit il peut. Stéphane, quelle incertitude puisqu'il gouverne depuis? Il ne vous a pas dit qu'il est handicapé, qu'il a une peine. Le pape est venu, on l'a vu, non? Bien sûr. Donc il ne faut pas que les gens continuent à fantasmer et essayer de se mettre une pression qui finit par devenir une oppression. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où l'homme a été élu, c'est lui qui a prêté serment. Le vice-président va être quelqu'un qui va l'accompagner, qui pourra peut-être courir plus vite, aller à des endroits où lui ne veut pas aller, et tout ce que vous voulez, ce sera bien. Mais je dis que restons concentrés sur l'essentiel. C'est qu'on ne veut plus des histoires où l'image est en train de passer, ça se coupe et 2 DG rentre sur le ring. On ne veut plus ça. On ne veut plus des histoires où haute instruction est montée et est descendue et finalement on ne s'en sort plus. On ne veut plus ça. On ne veut plus des histoires où on vient découvrir après 4 ans que quelqu'un a détourné 4 milliards, 20 milliards. On ne veut plus ça. On ne veut plus une affaire où on a annoncé 50 milliards pour les jeunes. On ne voit pas où c'est passé. On ne veut plus une histoire où nos enfants vont mourir à la mer, au désert. On veut qu'il y ait un cadre de vie. Merci. Non, le Cameroun. Donc pour ma part, c'est un faux débat. Donc le chef d'État n'a qu'à retenir qu'il mette même Frambia, c'est son problème. Qu'il mette même le maire Ngoulou, c'est son problème. On veut quelqu'un qui vienne travailler pour les Camerounais, pour que ceux qui ont cravaché, qui ont pleuré en 2025, se disent quand même que, bon, l'homme là est là, notre condition s'améliore, les choses changent. C'est ça qui va calmer les Camerounais. Merci Jean-Moïse Mbok, merci pour cette sortie tout en puissance. On reconnaît là l'ancien acteur de la société civile. On vous dit merci, cher monsieur, d'être passé par le plateau du Grand Soir ce vendredi. On va donner un rendez-vous spécial et particulier à nos téléspectateurs qui sont attentifs à ce qui se construit et se déroule sur Info TV. C'est dès 21h. Notez le rendez-vous en majuscule. Le documentaire sur le décollage réussi de Aigle. Aigle, c'est cette application portée par le ministre Joseph Lé du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Une innovation qui met en avant justement les conditions des Camerounais, de ceux-là qui sont attentifs à ce qui se déroule de ce côté. Rendez-vous majeur, 21h, décollage réussi de Aigle. Vous ne bougez pas, puisque dans une huitaine de minutes, Mimi Tchobo sera là pour vous donner la quintessence, j'aime bien le dire, de l'information
de cette journée sur Info TV, l'information du Cameroun et même d'ailleurs en langue de Shakespeare. C'est dans 8 minutes et quelques secondes, 20h. Théophile Vianney Bia sera là aussi, lui aussi pour l'information, cette fois-là en langue de Molière, puisque sur Info TV, nous faisons parler les langues. Toutes les langues. Ne manquez pas vos rendez-vous particuliers, justement, du week-end, Libre Expression, ce grand débrief de l'actualité de la semaine, avec des invités, j'aime à le préciser, aussi liés sur le volet. Mesdames, Messieurs, bon début de week-end et bien le bonsoir.